La protection de l'enfance. Bonjour Christelle. Bonjour Steve. Je viens t'interviewer parce que tu n'es plus aujourd'hui famille d'accueil. C'est ça. Et dans le cadre de cette activité, on peut dire que tu as donné beaucoup, ta famille a donné beaucoup, tu vas le raconter dans quelques instants. Et on peut dire que tu es allé clairement au-delà de ce que le service pouvait attendre de toi. Ça t'a joué quelques tours dans le sens où les relations avec l'ASE n'ont pas toujours été simples. C'est ça. Et par ailleurs, ça a joué des tours aussi à certains des enfants que tu as eus, parce qu'on a pu quelque part, je simplifie, je résume, mais on a pu te reprocher quelque part d'en avoir fait autant. C'est ça. Alors que tu étais clairement sollicité pour ça. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter succinctement, qu'on comprenne un petit peu qui tu es? Oui. Donc, j'ai 55 ans. Donc, j'ai travaillé pour l'ASE du 87. Voilà, donc à l'époque, j'étais mariée avec un mari qui a été pompier, aide-soignant. Moi, quand j'ai demandé l'agrément, donc j'avais déjà l'agrément d'assistante maternelle. Oui. Que j'avais obtenu, bien que je sois en fauteuil roulant à l'époque, donc en 2016, puisque j'étais en fauteuil roulant depuis 2012. Oui, parce que tu as obtenu l'agrément pour être famille d'accueil, l'agrément d'assistant familial, alors que tu étais en fauteuil roulant, ce qui est déjà assez remarquable. Alors, de l'avoir obtenu, c'était peut-être pas forcément gagné d'avance, et puis surtout de l'avoir demandé dans ces conditions-là, c'était déjà chapeau. Alors Voilà. pourquoi est-ce que tu peux préciser pour quelle raison tu étais en fauteuil roulant? Alors j'avais une double hernie discale qui provoquait des sciatiques paralysantes, et donc n'étant pas opérable, on m'a fait une infiltration qui malheureusement s'est mal passée. Et donc ça a provoqué ce qu'on appelle un syndrome de la queue de cheval. Donc du coup, hémiplégie de la taille jusqu'aux orteils, plus rien. Et ça va durer longtemps? 6 ans. 6 ans, c'est-à-dire que tu vas rester 6 ans en fauteuil roulant? 6 ans en fauteuil roulant. J'étais en fauteuil roulant en 2012, et j'ai obtenu l'agrément d'assistante maternelle en 2016, et l'agrément d'assistante familiale en 2017. Donc en fait, tu vas rester 1 an encore en fauteuil roulant à partir du moment où tu as le... D'accord. Et puis, on peut préciser une chose, c'est qu'avant de faire ce métier-là, tu as été policière. J'ai fait 15 ans dans fonctionnaire de police, oui. D'accord. Et, c'est important de le préciser aussi, tu viens d'une famille nombreuse. Oui, très nombreuse. Ma mère a dépassé la dizaine d'enfants, donc on était très très nombreux. Ouais. C'est pas le fait d'être issu de cette famille nombreuse qui m'a fait aimer les enfants, du tout. Ouais. Parce que j'ai eu une enfance difficile, ouais. avec une mère violente, alcoolique, qui se servait de ses enfants pour faire les tâches ménagères, pour s'occuper des plus jeunes. Donc voilà. Mais moi, c'est vrai que les petits, ça m'a toujours attirée, et on va dire c'était un peu ma soupape de sécurité, c'était que je m'occupais des petits, et ça me plaisait. D'accord. Mais voilà, c'est pas l'enfance dorée qu'on pourrait croire. Et donc, tu as fini par pouvoir remarcher, on va le repréciser évidemment, après pas mal de rééducation. 1 an de rééducation? Alors surtout à cause d'une chute qui n'était pas prévue, parce que je n'aurais jamais dû remarcher. Il y avait un œdème sur la moelle épinière, donc cet œdème m'empêchait de marcher. Et j'ai fait ce qu'on qualifie d'une mauvaise chute, qui a fait que cet œdème, la colonne a bougé un peu et l'œdème a pu se résorber. D'accord. Il y avait une chance sur 1 million que ça arrive, et ça m'est arrivé. Oui, mais il y a des gens qui méritent des miracles. Hein. En même temps, l'infiltration, il y avait une chance sur 1 million que ça marche, et ça n'a pas marché. Oui, c'était le miracle inverse. Ça. Je suis toujours dans ce petit pourcentage, moi. Ouais, d'accord. Moi, ce que je constate quand tu racontes ton histoire, déjà, ce qui est assez plaisant, c'est que tu as le sourire. Eh bien oui, parce que je pourrais être encore dans un fauteuil. Aujourd'hui, j'y suis plus. J'ai la chance de marcher. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu fais partie de ces gens qui me donnent l'impression, je suis comme ça, de voir toujours le verre à moitié plein. C'est ce que disait mon mari. Il faut toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est plus facile. Et ça, c'est très agréable. Donc, comme on l'a dit, avant d'être famille d'accueil, tu as été policière. Et tu as une raison qui te pousse à changer de métier. Oui, parce qu'en fait, je vois de plus en plus arriver au commissariat
des gamins auteurs de faits qui semblent aberrants, notamment de la violence. Une fois, on a vu arriver un monsieur qui venait déposer plainte contre son fils de 14 ans parce qu'il le battait tous les jours. Donc là, on s'est dit, mais en fait, les rôles sont complètement inversés. Il n'arrivait plus à s'en sortir. Alors, quand tu dis les rôles sont inversés, le père ne devrait pas battre son fils non plus. Mais oui, il y a... c'est pas logique qu'un gamin de 14 ans batte son père pour obtenir ce qu'il veut. Mais clairement. Malheureusement, au niveau du commissariat, on ne peut rien faire parce qu'il a 14 ans et son père ne peut pas déposer plainte contre lui. Donc, on ne peut pas déposer plainte contre ses enfants? Dans ce cas-là, non. Ouais. Il fallait qu'il aille voir une assistante sociale. Et dans ces cas-là, ce qu'on propose aux parents, c'est de placer l'enfant, de le mettre dans un foyer. Ce qui va faire qu'il va devenir pire. Oui, il y a parce très que cette violence qu'il a en lui, au foyer, il va y donner libre cours. Donc, et là, je me suis dit, mais en fait, je suis pas au bon endroit, quoi. Quand les gamins ils arrivent, c'est trop tard. Ouais. Et donc, on peut rien faire. Donc, on voyait les plaintes passer avec des gamins qui faisaient des tas d'âneries. Des gamins où certains collègues ont dû aller retirer des gamins à des parents qui les battaient, qui les maltraitaient. Et quand on voyait dans l'état où les gamins arrivaient, on se disait, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait là? Et en fait, en tant que fonctionnaire de police, on ne fait rien. Ouais. À part les retirer quand les services sociaux nous demandent d'aller les chercher. Mais franchement, à part ça, on ne fait rien, quoi. Et c'est ça qui te fait changer de métier? Moi, là, je perds ma vocation, ça c'est clair. Ouais. Et moi, je pense que c'est un métier, quand on n'a plus la vocation, il faut s'arrêter. D'accord. En plus, à cette époque-là, j'ai mon petit dernier qui arrive, qui a lui aussi des troubles assez importants, puisque en plus de sa dyspraxie et du TDAH, il a des troubles du spectre autistique, comme on dit maintenant. Et donc, il faut que je m'occupe de lui. Donc, double raison pour m'arrêter. Et je m'arrête donc sous couvert de m'occuper de mon fils, mais aussi de me dire trouver autre chose, quoi. Tu t'orientes assez rapidement vers le fait de devenir famille d'accueil? Pas du tout. En fait, mon truc, c'était de travailler avec des enfants. Et je dois avouer que moi, mon truc, c'est plutôt les tout petits. Et là, du coup, je me dis, le mieux, ça va être assistante maternelle. Comme j'avais l'habitude, même en fauteuil, de m'occuper de mes petits-enfants qui étaient tout petits, puisque ma première petite fille, à l'époque, elle est née en 2013, elle était toute petite, donc je m'occupais d'elle pendant que ses parents travaillaient, malgré le fauteuil. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Et j'ai demandé l'agrément d'assistante maternelle. Et tu vas le cumuler avec celui d'assistant familial. Celui d'assistant maternelle, tu l'obtiens assez rapidement. En 2016. Et celui d'assistant familial, ça va être un chouïa plus compliqué. C'est-à-dire que tu l'obtiens, mais ensuite, pour trouver du travail, c'est pas la même. Alors, je l'obtiens. C'est peut-être qu'une impression. C'est peut-être que moi qui l'ai ressenti comme ça. Ouais. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on me le donne en me disant on vous le donne parce qu'on ne veut pas être taxé de discrimination. Parce que tu es en fauteuil. Voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'ils te le donnent, mais ils n'y croient pas, quoi. Voilà. Et surtout, ils ne veulent pas se faire attaquer. La preuve qu'ils n'y croient pas, c'est que quand j'obtiens l'agrément, on me dit franchement, je ne vois pas qui vous confiera des enfants. Ouais. Mais c'est ce qu'on m'avait dit aussi quand on m'a donné l'agrément d'assistante maternelle. D'accord. Et c'est vrai que quand on dit qu'on est assistante maternelle, mais que les parents voient que vous êtes en fauteuil, il y a un recul. Ouais. Mais il y a des parents qui ont dit, si vous en donnez l'agrément, c'est que vous êtes capable de le faire. Ouais. Donc j'ai dit, pourquoi pas l'agrément d'assistante familiale? Donc en fait, c'est la personne qui est venue me donner l'agrément d'assistante maternelle, qui est venue visiter la maison, qui m'a dit, mais en fait, par rapport à votre parcours, pourquoi vous ne demandez pas un agrément d'assistante familiale? On en manque. D'accord. Donc ça a fait son cheminement et je l'ai eu 1 an après. Sauf que là, c'est pas... Enfin, tu t'adresses ensuite à l'ASE, clairement. Enfin, pas à l'ASE, mais tu t'adresses ensuite au département. J'habitais le 86, agréé par le 86, donc je postule au département de la Vienne pour être embauché par l'ASE. Et au début, on m'appelle. Oui, ça nous intéresse. D'accord. Moi, je suis franche avec eux. Je leur dis, par contre, je vous précise, je suis en fauteuil roulant. Et là, plus rien. Ouais. Ils avaient besoin de moi, et du coup ils m'ont rappelé en me disant non, finalement on a trouvé quelqu'un, donc finalement ils n'avaient plus besoin. Ouais. Donc du coup j'habitais un endroit qui était stratégique, c'est-à-dire que je dépendais de la Vienne, mais j'étais à 1 heure de Poitiers, 1 heure de Limoges, 1 heure d'Angoulême. D'accord. Donc vraiment dans un triangle, et donc du coup j'ai dit je vais postuler dans le 87 et dans le 16. Quand j'ai postulé, j'ai été cash. C'est pas la peine qu'ils m'appellent pour me dire après qu'ils veulent pas. Donc dans ma lettre de motivation, j'ai précisé que j'étais en fauteuil roulant. D'accord. Le département de Charente ne m'a jamais rappelé. D'accord. Par contre, le département de la Haute-Vienne, eux m'ont appelé.
J'avais fait une lettre manuscrite et la personne qui était en charge du recrutement à l'époque, cette dame m'a dit moi je vous ai convoqué parce que votre lettre était vraiment très bien écrite, vous avez une belle écriture et j'avais envie de voir qui était derrière. D'accord. Et il t'embauche? Alors, pas tout de suite. Son collègue qui était avec elle, lui, était un peu sceptique. Ouais. Et donc, je pense pour se protéger un peu, il m'a dit, bah, écoutez, vous allez passer une visite médicale par un médecin agréé, et si vous dites que c'est bon, on vous embauche. D'accord. J'ai été voir le médecin, il m'a examiné, il a regardé si je pouvais bouger, si je pouvais ramasser quelque chose par terre, et il m'a dit, bah, écoutez, moi je vois pas de contre-indication, et il m'a embauché. Donc, très vite, tu démarres, hein, parce que du travail pour les familles d'accueil, ça manque pas. Mais si tu découvres que rapidement c'est ta vocation, que ça te plaît, effectivement, comme tu l'espérais, il y a des choses qui te chiffonnent un petit peu quand même dès le début. C'est ça. Donc j'ai été embauchée. 2 jours après, on m'appelle pour un petit garçon. Donc pas de problème. Sauf que quand j'ai eu l'agrément, la PMI m'avait bien spécifié, vous n'aurez pas d'enfant en accueil tant que vous n'aurez pas fait les 60 heures. Ouais. Donc quand l'ASE de 87 m'appelle pour ce petit garçon 2 jours après mon embauche, ouais. Je leur dis, mais par contre, j'ai pas fait les 60 heures. Ah non, mais de toute façon, les 60 heures, vous les ferez pas tout de suite, mais nous, là, on a besoin. D'accord. Ce qui correspond à une réalité, à savoir que ils ont tellement besoin que dès qu'il y a quelqu'un qui arrive dans les rangs, ils prennent la place parce qu'en fait, c'est soit ça, soit le gamin est à la rue. Donc ça peut se comprendre. Mais là où ça se comprend pas, c'est que moi, je fais ma formation des 60 heures quasiment tout de suite parce qu'il se trouve qu'il y a une session. Et au début de la formation des 60 heures, on nous dit exactement la même chose que ce qu'on t'a dit. C'est-à-dire, vous n'aurez pas, on ne vous confiera pas d'enfant tant que vous n'aurez pas fait la formation des 60 heures. Ce qui, objectivement, est logique. Hein. Enfin, moi, je me souviens que cette formation des 60 heures, elle a été très bien faite. J'ai beaucoup d'autres choses à dire sur les 240 qu'on suivi, mais cette formation des 60 heures, je l'ai trouvée vraiment bien. D'ailleurs, elle a été organisée par le département, pas par un organisme de formation. Et en particulier, il y a quelque chose qui me marque beaucoup, c'est que on voit des témoignages qui, en 2 semaines, moi, me font changer d'avis, me font comprendre des réalités que je pouvais pas comprendre avant. Donc, je la trouve très très bien cette formation. Mais pendant cette formation, dès le début, on nous dit vous n'aurez pas d'enfants tant que vous n'aurez pas fini la formation. Sauf que dans la salle, il y a des gens qui ont déjà des enfants, et nous, en 2 semaines, sur les 30 qu'on est, on est quasiment tous en accueil avant la fin des 2 semaines. C'est-à-dire que moi, on me donne des enfants entre les 2 semaines, il y a une pause d'1 semaine entre les 2 semaines de formation, et j'ai 2 sœurs tout de suite. Alors, et là, c'est inquiétant parce qu'on se dit mais il y a quand même une sacrée différence entre ce qu'on nous a dit, avec force conviction, et ce qui se passe, quoi. Et ça, c'est un peu inquiétant. On regarde l'employeur, on se dit... c'est ce que j'ai tout de suite constaté. Moi, ils m'ont dit, j'ai accueilli le gamin au mois de mai, j'ai fait la formation qu'en septembre. Donc, oui, il se passe... voilà. Et quand quand je suis arrivée, tous les collègues qui étaient présents à la formation avaient tous des enfants en accueil. Ouais. Ou sur le point d'en avoir un. Mais il me semble qu'il y en avait peut-être une qui était en attente d'en avoir un, je crois, mais sinon tous les autres avaient des enfants. Ouais. Donc, entre la théorie et la pratique, il y a vraiment 2 mesures, quoi. Pourtant, c'est vrai que... Alors, moi, ça ne m'a pas posé de problème dans la mesure où, personnellement, j'avais déjà 7 enfants à moi. Ouais. Donc, je savais ce que c'était que d'élever des enfants, et j'avais des enfants avec des troubles. Donc, je savais aussi comment gérer. Ouais. Mais c'est vrai que la question peut se poser à se dire, une collègue qui commence, qui n'a jamais été confrontée aux troubles des enfants qui sont quand même particuliers pour l'ASE, elle n'a pas la formation, au début, elle fait comment? Ouais. Ça peut être problématique. C'est pareil, cette formation des 60 heures, elle nous apporte beaucoup de renseignements sur la façon de faire les choses au point de vue administratif. Comment remplir les feuilles de présence, les feuilles de route, comment demander ci ou ça à l'administration. On apprend beaucoup pendant cette formation des 60 heures. Quand vous accueillez un gamin, donc quand même 4 mois avant de faire la formation, vous savez rien. Ouais, c'est compliqué. Alors après, vous avez parfois des collègues au bureau pour l'administratif qui sont au top. Et moi, je dois avouer que j'en ai eu une. Séverine était vraiment formidable. Elle était toujours disponible, elle nous répondait toujours, elle nous donnait tous les renseignements. Elle a fait une partie de la formation des 60 heures où elle nous a vraiment dit les choses comme elles doivent être, et non pas forcément la théorie, mais elle nous a vraiment dit comment c'était en pratique. Ouais.
Et j'avoue que c'était bien. Moi, j'avais une personne qui s'occupait de la paix. J'étais horrible avec elle. J'étais toujours à la bourre dans les papiers. Je m'en occupais pas. Et elle était toujours cool, quoi. Et c'est vrai qu'on rencontre des gens, on n'en parle pas assez, mais on rencontre des gens dans l'administratif Moi, qui je sont sais que cette qui sont personne a super. été vraiment formidable. Donc, comme tu l'as dit, tu es convoqué pour les 60 heures, 4 mois après avoir été embauché, alors que tu accueilles déjà un petit garçon De 3 ans. de 3 ans. Et quand tu leur dis, j'ai pas encore fait ma formation des 60 heures, on te répond, On verra quand vous la ferez. voilà, on va se débrouiller le moment venu. C'est ça. Sauf que t'es convoqué. Voilà, donc j'appelle le service, je dis maintenant comment je fais. Ah bah ça va être compliqué parce que il va tout juste à l'école, mais par rapport aux horaires ça coïncide pas. Et comme c'est un enfant qui avait quand même de grosses difficultés au départ, donc il peut pas se permettre de faire garderie le matin, garderie le soir. Et puis voilà, donc c'est un peu compliqué. Et donc je demande à mon mari et à certains de mes enfants qui sont... donc mon mari à l'époque était aide-soignant. Et ma fille et une de mes filles et un de mes fils étaient aides-soignants également. Donc on se débrouille au niveau des horaires pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui puisse s'occuper de lui quand je ne suis pas rentrée. D'accord. C'est-à-dire que tu mets à contribution bénévolement ta famille pour s'occuper de cet enfant quand t'es pas là. Alors être famille d'accueil, c'est impliquer sa famille. Ça, c'est évident. Ça s'appelle famille d'accueil. Je n'aime pas du tout ce terme assistant familial. Il m'agace. Clairement, on est famille d'accueil. On nous dit que c'est pour une reconnaissance professionnelle, mais du coup, ça zappe le fait qu'on est toujours à mettre notre famille à contribution. Toujours. Parce que quand on s'occupe de l'enfant, même si mon mari, mes enfants ne le gardaient pas, quand il est avec nous, il est à table avec nous, on fait tout ensemble. Donc, notre mari ne peut pas dire non, c'est ton travail, je m'en occupe pas. C'est pas possible. Non, c'est impossible. Donc il va me solliciter, mais il va aussi solliciter mon mari et mes enfants. Bien sûr. Moi, mon dernier, il avait 10 ans à l'époque quand j'ai accueilli cet enfant. Lui, il a 3 ans, il va solliciter mon fils pour jouer. Voilà, c'est une famille. C'est pas que moi qui suis impliqué. C'est ma famille. Et alors très vite, tu comprends aussi ce que c'est que d'être famille d'accueil, parce que ce premier enfant que tu accueilles, il arrive dans des conditions... catastrophiques. Il a quasiment rien à se mettre. Le peu qu'il a à se mettre, c'est dans un état juste lamentable. Les vêtements ne sont pas métables, ils sont sales, ils sentent mauvais. Il n'y a pas ce qu'il faut pour l'habiller, donc clairement. Et ce qui est un petit peu étonnant, parce qu'il ne vient pas de chez ses parents. Non, il vient d'une autre famille d'accueil. Et alors moi, je ne connais pas la famille d'où il vient. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai que ce que l'éducateur me dit. D'accord. Suspicion de maltraitance sur les enfants. Et lui, il venait tout juste de reprendre le dossier de l'enfant, puisque ce n'était pas son éducateur à la base. Et d'après lui, il a découvert une famille qui ne s'occupait pas trop des enfants. D'accord. Pas trop dans le sens hygiène et ce genre de choses. D'accord. Donc cet enfant est arrivé chez moi donc avec ce qu'il avait, on a pallié au plus urgent et... Tu mets du temps à récupérer le carnet de santé, voilà. Ce qui est quand même relativement urgent, si on ne veut pas le faire mourir en lui faisant manger n'importe quoi, enfin bref, etc. Et puis tu récupères un enfant qui est dans un sale état aussi, médicalement parlant. Il ne marche pas très bien alors qu'il a 3 ans, il ne parle pas, enfin il sort des sons mais il ne parle pas. Et puis je m'aperçois vite qu'il se cogne partout. Et je me dis, il doit avoir un problème, quoi. Donc on fait vérifier ses oreilles rapidement, tout va bien. Et là, on fait vérifier ses yeux et on s'aperçoit qu'il ne voit rien. Ouais. Donc du coup, voilà, lunettes, tout ce qui va avec. Quand on l'a récupéré, il a fallu faire des courses en urgence. Donc, alors certes, j'ai été embauchée malgré que j'étais en fauteuil. Mais je dois avouer que dans ces cas-là, j'ai besoin de mon mari, quoi, parce que faut emmener l'enfant, faut aller faire les courses, vérifier que la taille est bonne, donc faut qu'il soit là, essayer des chaussures. Donc, Oui, mais objectivement, le fait que tu aies besoin de ton mari, alors peut-être un peu plus que la moyenne dans le sens où effectivement tu es au fauteuil roulant, mais moi j'ai toujours eu besoin de mon épouse. Mais c'est pareil. Parce qu'on a des réunions à l'ASE pour aller parler de l'enfant il est à la maison. Même si l'enfant arrive dans une famille, même sans fauteuil roulant, si la personne a 2-3 enfants déjà à charge, que ce soit les siens ou des enfants qu'elle accueille, parce qu'on est vite débordé par le nombre, il faut qu'elle emmène tout le monde, quoi. Pour continuer sur le fait que toutes les familles d'accueil se valent pas, il faut le dire, puis il y a des enfants qui sont passés en famille d'accueil qui sont capables de le dire ensuite une fois qu'ils sont adultes, toi tu rencontres un problème un problème ponctuel quand tu es en formation de 240 heures
dans le sens où on fait appel pendant que tu es en formation à une famille d'accueil relais pour garder certains des enfants qui te sont confiés. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est plusieurs à faire la formation des 240 heures. On arrive au moment des vacances et là, ce qui paraît logique, on commence à s'arranger entre nous pour les relais. Parce qu'on a bien compris que c'était compliqué. Donc on commence à s'arranger entre nous. Et une collègue me demande si je peux prendre le petit qu'à l'accueil. Aucun problème. Je dis ok, et il se trouve que, la relation était bizarre pour moi. C'est-à-dire que quand je récupère l'enfant, donc je le récupère sur un parking, et je le ramène chez moi, et là elle m'envoie un message en disant « tu lui diras que je l'aime pas ». Non, je peux pas lui dire ça. C'était peut-être mais c'est quelque non chose entre nous. Oui, d'accord. Le gamin avait 6 ans. Ouais. Il peut le comprendre si c'est toi qui le dis parce que c'est entre vous. Ouais. Mais si c'est moi qui lui dis, ça n'aura pas le même impact. Ouais, clairement, ouais. Elle a eu du mal à le comprendre. Parce que pour elle, c'était comme ça. C'était comme un jeu entre eux. D'accord. J'ai dit, mais venant de moi, il ne le prendra pas pareil. Ouais. C'est pas possible. Ouais, non, c'est... Donc j'ai dit non, je ne lui dirai pas. Et il se trouve que, en plus, ça a été compliqué parce que ce gamin, je devais l'avoir 2 jours. Il devait partir en colo et je le récupérais après. Et sauf qu'au moment de partir en colo, ce gamin, vomissement, diarrhée, la totale. Le matin de partir. D'accord. J'appelle le médecin de garde, il me reçoit tout de suite. Il devait partir à 10h. Il me reçoit tout de suite. Il me dit non, il dit vous le gardez, il ne peut pas aller en colo comme ça. Ça peut être une gastro. Il dit on ne sait pas. D'accord. Ok, j'appelle mon service. J'étais en surnombre. Donc là, on me dit mais est-ce que vous pouvez le garder quand même? Je dis oui, je vais le garder, je ne vais pas le mettre dehors. Je vais préciser ce que tu veux dire par j'étais en surnombre, dans le sens où une famille d'accueil, elle a un agrément qui lui autorise 1, 2, 3 places maximum par assistant familiaux. Et quand tu dis que tu es en surnombre, c'est que tu as déjà plus que 3 enfants à ce moment-là. À l'époque, j'avais un agrément pour 2 enfants que j'accueillais déjà. Et donc j'avais 2 relais. Donc tu avais 4 enfants à ce moment-là. Ça faisait 4 avec lui. Et je sortais tout juste de mon fauteuil roulant. D'accord. Donc je marchais la plupart du temps avec des cannes encore. Donc, mais je me suis dit, il n'y a pas de souci, je vais me débrouiller, je ne vais pas mettre cet enfant dehors, on va le garder, il est malade, c'est pas de sa faute. Donc je le garde. Et là, en appelant le service pour prévenir, je dis ils me disent, est-ce que vous pouvez le garder? Oui. Et là, on me dit, en même temps, ça ne nous étonne pas, il nous a fait la même chose l'année dernière. Pardon? Ben oui, en fait, l'année dernière, au moment de partir en colonie de vacances, il a été malade. Donc en fait, le gamin ne voulait pas partir en colo, il se rendait malade pour ne pas y aller. D'accord. Et personne ne me l'avait dit. D'accord. Donc moi, je me suis retrouvée avec un gamin malade. Forcément, dès le lendemain, il allait mieux, puisqu'il ne partait pas. Ben oui, il ne partait pas. Donc dès le lendemain, il allait mieux. Ouais. Donc plus de problème. Donc je dis, c'est pas grave, on va le garder, on va gérer, il n'y a pas de souci. Et donc la collègue devait le récupérer donc un lundi, je crois. Et le lundi à midi, donc elle devait récupérer, je crois, en fin d'après-midi. Et à midi, elle me dit, mais de toute façon, on a pris du retard, donc je le récupérerai que demain. D'accord. Donc le fait de garder une journée de plus ne me gênait pas. Par contre, moi, je suis quelqu'un qui est plutôt dans les clous. Et je me suis dit, s'il arrive quoi que ce soit et que je le garde alors que je suis censé l'avoir rendu, je vais avoir des problèmes. Ouais. Donc, je préviens le service. Ouais. Et là, ma collègue n'a pas apprécié du tout. Ouais. Donc, parce que le service lui a dit, oui, mais vous ne nous avez pas prévenu, le gamin il est censé partir. J'ai dit, alors, le service m'a demandé le lendemain de le ramener directement au service et non pas à ma collègue. Ouais. Et elle a dû s'arranger avec le service. Et là, c'est devenu l'enfer, parce que quand on a repris la formation après les vacances, elle avait dit à tout le monde que, en fait, chez moi, c'était dégoûtant, que je ne faisais pas le ménage, que je ne m'occupais pas bien des enfants. Et elle avait fait sa version avant que j'arrive. Ouais. Ce qui fait que quand moi je suis arrivée, tout le monde me battait froid. Alors, tu as accueilli beaucoup d'enfants. Tant que tu habitais dans le 86, la PMI du 86 s'opposait au dépassement du nombre de places demandé par le 87, parce que le 87, pour qui tu travaillais, voilà, comme on l'a dit, régulièrement, il dépassait le nombre d'enfants que tu aurais dû avoir, c'est-à-dire 2 maximum. Et en 2023, vous décidez avec ton mari de déménager. Alors, c'est-à-dire que tant que j'étais dans le 86, tant que j'étais en fauteuil roulant, il n'y avait pas de souci, parce que le département ne me sollicitait pas au-delà de mes agréments. D'accord. Par contre, dès que j'ai commencé à remarcher, j'ai été obligée d'en aviser la PMI,
parce que voilà, c'était une obligation. Donc je les ai prévenus, et là, ils m'ont bien spécifié que je pouvais travailler pour 2 employeurs. D'accord. Sauf que moi, j'aurais répondu aussitôt, écoutez, je suis désolée, vous ne m'avez pas embauché quand j'étais en fauteuil, moi je suis du genre fidèle, le 87 m'a donné ma chance, je reste avec le 87. D'accord. Et alors là, chaque fois qu'on m'a demandé une extension pour un relais, pour ci, pour ça, il fallait que je demande l'autorisation à la PMI du 86. Et Pour qui tu ne travaillais pas. Voilà. Et donc là, ils ont appliqué le règlement à la lettre. Ouais. Chose qu'ils ne font jamais. Ouais. Mais là, ils l'ont appliqué à la lettre. Ouais. Il fallait que je sois dans les clous. Et donc tu déménages pour aller dans le 87, dans le département dans lequel En 2023, tu travailles. on a pris la décision de laisser notre maison dont on était propriétaire et de louer dans le 87 parce que j'accueillais un enfant qui avait des troubles quand même assez importants, qui avait beaucoup de rééducation. Donc psychomotricienne, ergothérapie, il y avait l'orthoptie, il y avait l'ophtalmo tous les 6 mois. C'était vraiment très important. Et c'était compliqué pour les prises en charge interdépartements. Donc en fait, il fallait absolument qu'il ait ses spécialistes dans le 87 pour une prise en charge correcte. Le problème, c'est que moi j'étais dans le 86 et donc il fallait faire la route tout le temps. Il y avait beaucoup de routes. Alors moi c'était mon travail, mais pour le petit je trouvais que c'était trop lourd. Ouais. Donc on a pris la décision de prendre une location dans le 87 pour que les prises en charge soient plus faciles. Et alors là, on sent la vocation, parce que tu déménages pour les enfants. Enfin, vous déménagez pour les enfants. Parce que on était propriétaire de notre maison et on a pris une location. Et donc, là, tu te retrouves dans le 87. Il n'y a plus de PMI du 86. Et là, c'est terminé, les restrictions. Là, quand on a commencé à me donner des relais, j'ai dit, mais oui, mais j'en ai déjà. Ah oui, mais c'est pas grave. Mais j'ai dit, oui, mais la PMI. Non, mais la PMI, on en fait notre affaire. Et effectivement, la PMI n'a jamais mis de barrière. C'est-à-dire que tu déménages en 2023 et en juillet, au moment où on demande des relais, 2023. Etc., où les assistants familiaux partent en vacances, au lieu de 2 enfants... Alors j'étais passée à 3. Tu étais passée à 3. Oh, ça va mieux. Voilà, j'avais un agrément pour 3. J'ai déménagé fin juin, après la sortie des classes, et je me retrouve fin août avec 7 enfants. Au lieu de 3. Oui. Alors dans mon département, je ne sais pas comment ça se passe dans le tien, mais on nous demande une chambre par enfant. C'est aussi le cas dans le 87. Voilà. Et tu as évidemment 7 chambres. Non. Tu as combien de chambres? 5 chambres, donc 4 pour les accueils. D'accord. Puisque moi j'ai plus d'enfants à la maison, ils ont tous pris leur envol. D'accord. Bien que mon fils, le dernier, n'ait que 16 ans, il a préféré prendre son appartement. Donc du coup j'ai 4 chambres. Donc tu as 7 enfants pour 4 chambres. Voilà. D'accord. Alors, on va pas épiloguer, je pense que les gens ont bien compris déjà. Tu prends une charge de travail assez importante. Et l'année suivante, c'est plus tout à fait la même, sauf que, entre-temps, ton mari a pris son agrément. Mon mari a été agréé en janvier 2024. Pour combien de places? 2. Donc vous vous retrouvez avec 2 agréments pour 5 places au total. Voilà. Et l'été qui suit? En juillet, on se retrouve avec 11 enfants. Donc vous avez 5 places, 4 chambres. Déjà c'est un peu délirant parce que en théorie, il me semble que c'est national, il peut pas y avoir plus d'agréments. Enfin moi c'est comme ça dans mon département. Il peut pas y avoir plus de places dans les agréments que le nombre de chambres. Donc vous avez 4 chambres, 5 places sur les agréments et 11 enfants. Et alors 11 enfants dans des situations assez ubuesques parce que dans les 11 enfants notamment qu'on vous confie, il y a 2 autistes non-verbaux, donc de l'autisme lourd, dont un qui n'a pas de bras. C'est ça. Et là, objectivement, quand tu me racontes ça, quand on prépare, je me dis, mais c'est délirant. Enfin, c'est délirant qui te les ait confiés. Parce qu'au bout d'un moment, il faut s'apercevoir que c'est... C'est-à-dire qu'on avait nos 5 accueils. Là-dessus, on avait des relais qui étaient prévus. Et c'est-à-dire que nous, on avait 4 chambres, mais on avait 5 places. Parce que sur les 5 enfants qu'on accueillait, il y avait une fratrie. Donc on avait le droit de les mettre dans la même chambre. Quand c'est une fratrie, on a le droit. Dans mon département, on m'a jamais dit ça. Mais... Nous, on a le droit. Quand c'est une fratrie, on peut les mettre dans la même chambre. D'accord. Donc on a mis les 2 frères dans la même chambre pour qu'ils aient chacun leur chambre pour les autres. D'accord. Après, il y a eu des relais. Donc dans ces cas-là, pour les relais, on a le droit de partager les chambres. Et là-dessus sont revenus les enfants qu'ils n'arrivaient pas à placer en plus. Donc ces 2 enfants, on les a eus pendant 3 jours en plus des autres. Et au bout de 3 jours, l'éducatrice des enfants nous appelle en disant « Bon, il va falloir que ça se prolonge un petit peu. » Et là, j'ai appelé mon service, j'ai dit « Non, ça ne va pas se prolonger parce que je ne peux pas. »
Mais surtout, cet été-là où tu te retrouves, où vous vous retrouvez tous les deux avec ton mari, avec 11 enfants, vous étiez censés partir en vacances, sauf que... Comme tous les ans. Et l'année d'avant, quand on avait les 7, au départ, on devait partir avec nos accueils et deux relais qu'on connaissait, qu'on prenait souvent. Donc c'était mes 3 accueils pérennes, plus 2 relais on devait partir en vacances avec eux. Au dernier moment, 3 jours avant de partir, on nous a confié une fratrie, donc 2 garçons qu'il a fallu emmener forcément, puisque on partait 2 jours après. Donc on les a emmenés avec nous, mais là 11, je ne me voyais pas partir à 11. J'ai beau avoir un véhicule 9 places, ça ne suffisait pas. Ouais. Oui, alors en plus, techniquement c'est pas possible parce que tu peux pas faire monter tout le monde dans la voiture, mais en plus 11 pour partir en vacances, c'est l'enfer, quoi. Bah, puis avec 2 autistes, quoi, c'est des enfants... Alors ils étaient formidables, hein, ils étaient... Franchement, ils n'ont pas posé plus de problèmes que ça, mis à part le fait qu'il fallait aider le petit à manger, il fallait les aider à la toilette, des choses comme ça. Je veux dire, rien d'extraordinaire pour une famille d'accueil, mais en plus des autres, c'est énorme. Ouais. Et là, je me suis dit, mais en fait, non, on va pas y arriver, quoi. D'accord. Plus c'est pas possible. Alors, là, je voulais faire une autre digression, parce que, évidemment, ce que tu me dis m'inspire une chose. Alors, d'abord, évidemment, on se dit que l'ASE n'aurait pas dû te confier 11 enfants cet été-là. Maintenant, on l'a déjà dit, ils se retrouvent dans une situation où il faut les héberger, parce que sinon, ils sont à la rue. Et puis, il y a une autre chose, une autre réflexion que j'ai à ce moment-là, quand on prépare et que tu me racontes ça, c'est que je me dis, t'as pas dit non. T'aurais pu dire non. Ben non, parce que quand on les a au téléphone, moi je me rappelle quand ils m'ont appelé, on était au garage, mon mari était en train de parler avec le garagiste, et là, moi, ma responsable me dit, je vous appelle parce qu'en fait, on n'a personne d'autre chez qui les mettre, c'est des enfants avec des besoins particuliers, bon, on sait que votre mari a été pompier, aide-soignant, donc c'est des choses qu'il va savoir faire. Et là, quand on vous dit, mais on n'a aucun autre endroit où les mettre, moi je me dis, mais voilà, c'est des enfants, ils ont besoin, qu'est-ce que je fais, quoi? Donc j'ai dit, bah, écoutez, je vous rappelle, j'en parle à mon mari. Mon mari fait, comme moi, il dit, on va pas les laisser, hein, il dit, on va les prendre. Surtout qu'à la base, c'était pour 3 jours. Oui, et ça va durer? Ah non, parce qu'au bout de 3 jours, quand l'éducatrice a appelé et a dit, par contre, il va falloir que ce soit un peu plus long, j'ai dit non. J'ai appelé ma responsable et j'ai dit non, je peux pas. Ouais. C'est pas possible. D'accord, ok. Non, on était au bout, hein. Mon mari commençait à beaucoup fatiguer. Moi, je voyais qu'il était... je le connaissais, je voyais qu'il fatiguait. Et je me suis dit, il faut qu'on arrête. Parce que c'est pas possible. Et il fatigue vraiment. Oui, il a fatigué énormément. On va le préciser tout à l'heure, malheureusement. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il a eu son agrément en janvier 2024. Mais ça faisait des années qu'il m'aidait au quotidien. Bah oui. Tous les accueils que j'ai faits, il était là. Et tu étais déjà bien chargé. Voilà, tout en travaillant, il m'aidait énormément. Et donc, la réflexion que j'ai, oui, c'est que tu ne dis pas non. C'est-à-dire qu'en préparant, tu m'as dit, ils savaient bien à qui il s'adressait. Ils savent très bien à qui s'adresser. Ils savent qui dira oui et qui dira non. Voilà. Ils le savent. Ouais. Alors, ils sont pris à la gorge parce qu'ils ont besoin de place. Ils ne savent pas où mettre les enfants tellement il y en a. Donc, ils sont pris à la gorge et ça, je le comprends. Mais ils savent aussi qui dira oui et qui dira non. Oui, j'ai des collègues qui n'acceptent pas d'être en surnombre et on ne les appelle pas. Parce qu'ils le savent. Donc, comme tu l'as dit, ton mari a été embauché en janvier 2024 et l'objectif pour vous, c'était de rentrer dans les clous. C'est-à-dire que lui avait 2 places, toi t'en avais 3, ça faisait 5 en tout, et vous dit comme ça au moins... Parce que j'avais 5 enfants. Avec la fratrie que j'avais accueillie à l'été, j'avais 5 enfants. Parce qu'il faut le préciser, tu es la seule à être payée, hein. Ton mari t'aide, mais bénévolement, il n'est pas embauché, il n'est pas payé. Tu t'occupes de 5 enfants et en fait, en faisant prendre l'agrément à ton mari, vous dites, on va te payer pour 2, hein, quelque part, parce que l'argent, ça compte aussi, mais on va garder juste les 5 enfants que j'ai déjà. C'est-à-dire que... Alors non, à la base, c'est pas nous qui avons pris la décision. C'est quand on est emménagé en juin 2023, la personne qui est passée pour vérifier la maison, la PMI. Voilà, la PMI. Enfin, si on veut, parce qu'en fait, elle est passée pour vérifier la maison. Sauf que c'était aussi la personne qui vérifiait la vêture à l'ASE. Elle avait les 2 casquettes. Ce qui n'est pas logique. Il devrait y avoir un minimum d'indépendance entre la PMI, même si c'est un service qui est géré par le département, localement, et l'ASE. Donc, elle supervisait la vêture de l'ASE, et en même temps, elle faisait des visites à domicile pour la PMI quand on changeait de logement.
Donc, et c'est là qu'elle a dit à mon mari, mais en fait, vous en occupez tellement avec madame, voilà, vous êtes à 5, peut-être que ce serait bien que monsieur demande son agrément. Donc il l'obtient. Voilà. L'objectif, c'était bien, que ce soit de votre fait ou pas, de retourner dans les clous, c'est-à-dire 5 enfants pour 5 places, sauf que très rapidement, on vous en confie 2 de plus. Ben, dès qu'il a l'agrément, ben, en fait, ça n'arrête pas, quoi. On nous appelle tout le temps. Ouais. Et vous retrouvez avec 2 de plus, je veux dire, à temps plein, c'est pas du relais. Alors au début, si, mais finalement, ça finit par être du temps plein. C'est Ouais. enfin, c'est ça, le problème avec l'ASE, c'est que ça devient de l'urgence ou du relais qui finit par devenir du pérenne. Et pendant ces années-là, vous avez des enfants dont il est difficile de s'occuper. Tu m'as parlé de radicalisation, prostitution, alcool, drogue. Alors oui, j'ai eu l'alcool et la drogue et la prostitution, la radicalisation, j'ai eu voilà des... Alors comme tout le monde, hein, j'ai essayé les ados, j'en avais moi-même, ça se passait bien, donc je me suis dit pourquoi pas, et j'ai vite déchanté. Moi j'ai eu une petite jeune fille qui était très gentille, mais tellement cassée, qui avait connu les tournantes dans les caves, l'alcool, la drogue, tout ce qu'on veut, qui a donné mon adresse pour faire ses passes. Ouais. Les gendarmes qui ont débarqué chez moi parce qu'il y avait eu des alertes de radicalisation sur mon ordinateur de la maison. Ouais. Donc, il faut savoir que nous, on n'est pas très écran. Donc, nous, il y avait un ordinateur familial, c'est tout. Donc, en fait, elle avait réussi à obtenir le code et elle se branchait la nuit dessus. Ouais. Donc, pendant qu'on dormait, elle faisait ce qu'elle avait à faire sur l'ordinateur. Donc, voilà, moi, j'ai eu le vol de ma carte bleue par un des jeunes qui a acheté des jeux vidéo sur Internet. Eh ben, pour se faire rembourser, c'est le parcours du combattant. Ouais. Au moment du Covid, on m'a appelé pour un jeune de 16 ans. On m'a dit, ben voilà, faut le récupérer chez sa sœur, il était en visite, la collègue est en maladie, elle ne peut pas le récupérer. Je le récupère, sa sœur me le donne avec 2 cachets en me disant, surtout, il ne faut pas qu'il les arrête. Oui, tu m'as raconté ça. Alors ça, c'est exceptionnel. On était mercredi, j'avais 2 cachets, donc rendez-vous en urgence chez mon médecin traitant. Et le médecin traitant me dit, mais vous savez pourquoi il prend ça? Ben non, on m'a donné ça, on m'a dit qu'il fallait pas qu'il les arrête. Oui, parce que ce que tu me racontes, c'est plus précis que ça. On te donne pas une boîte de médicaments dans laquelle il reste 2 cachets. On te donne 2 cachets, tu sais pas ce que c'est, ils sont même pas dans le blister plastique, on te donne 2 cachets. Non, si, ils sont dans l'emballage blister, mais juste 2. Donc en fait, on ne voit même pas le nom du médicament. Oui, en tout cas, tu sais pas ce que c'est comme médicament, tu peux pas savoir ce que c'est. Puis même avec le nom du médicament, je suis pas médecin, je suis pas pharmacienne. Oui. Donc je sais pas pourquoi on me donne ces médicaments. Oui, clairement. Donc, et ça sent, quand tu dis ça, ça sent, il faut absolument qu'ils les prennent, sinon ça va exploser. Là, on me dit, faut surtout pas qu'ils les arrêtent. J'en ai que 2, rendez-vous en urgence chez le médecin traitant, et là il me dit, vous savez pourquoi il prend ça? Mais non, je lui répète ce qu'on m'a dit, et il me dit, non mais c'est pas sérieux. Ben, j'ai dit, écoutez, donnez-moi les médicaments qui les interrompent pas, parce qu'apparemment il ne faut pas qu'ils les interrompent. Ah non, il n'y a pas intérêt à ce qu'ils les interrompent, parce que votre gamin il est schizophrène. Ouais. Et là, je me dis, comment je vais gérer ça? Ouais. Moi, à l'époque, je sais plus, 4, je crois, à la maison, pendant le Covid, plus lui qui arrive, en ayant toujours un agrément de 3. Mon mari qui est aide-soignant pendant le Covid, j'ai 3 enfants qui sont aides-soignants pendant le Covid, et débrouille-toi avec ça, quoi. Alors moi, je me marre, hein, je pense que ça se voit à l'écran, je vais au montage, mais je me marre parce que j'ai vécu des choses similaires, mais pas autant. Et ça se sent bien qu'on te les confie parce que on peut résumer que comme ça. Ils savent que tu diras pas non, quoi. Donc on te confie des trucs délirants, quoi. Des trucs qu'ils n'arrivent pas à gérer. Et le problème, c'est que s'ils pensent qu'il y a un risque que je dise non, ben on me dit pas toute la vérité. Et le problème surtout qui va arriver, j'anticipe un petit peu, c'est que on te les confie en sachant que tu diras pas non. Mais le problème, c'est que si ça se passe mal, ça va te retomber dessus quand même. C'est ça. Voilà. Alors j'ai de la chance. J'ai un mari qui gère, mais c'est vrai que quand ce gamin est rentré en crise, qu'il a commencé à attraper mon fils qui avait 14 ans en disant « je vais le tuer », toute seule, je ne sais pas comment j'aurais fait. Ouais. Heureusement, mon mari était là, il a géré les choses. Il lui a fait faire 10 fois le tour de la maison en vélo, en lui disant quand tu seras calmé, tu reviendras. Parce que bon, le vélo, c'était son truc. Ouais. Donc, le voilà parti en vélo à faire 10 fois le tour de la maison. Mais du coup, c'est vrai qu'entre mes enfants, mon mari et tout ça, j'ai fini par dire, en fait, il faut toujours qu'ils ont fini par faire leur roulement aux EHPAD où ils travaillaient, de façon à ce qu'il y ait toujours quelqu'un à la maison.
Parce que moi, toute seule, je ne pouvais pas gérer ça. Ouais, tes enfants se sont organisés en fonction de Voilà, ça. parce que moi, j'avais des petits, donc je ne pouvais pas gérer ça. Il y a une autre raison pour laquelle ça me fait sourire, parce que, évidemment, c'est pas drôle, mais il y a une autre raison pour laquelle ça me fait sourire, c'est que je suis auteur, moi. Tu vois, j'aime bien écrire des romans. Mais si j'écrivais dans un roman ce qui t'est arrivé, je suis sûr que les gens penseraient, bon, c'est pas crédible. Et bien, pourtant, c'est bien arrivé. Voilà. Et donc, ça me fait sourire, sauf que la suite ne prête pas à sourire, parce que ça va être dramatique, parce que ton mari, on l'a dit, il fatiguait. Il était fatigué, mais bon, on se dit toujours, voilà, on a un métier usant, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il faut savoir qu'en 9 ans de métier, je n'ai jamais eu un arrêt de travail, jamais de maladie, jamais de congé. J'ai toujours emmené les enfants avec moi, partout où on a été. Jamais ils n'ont été en relais. Ce qui n'est même pas si exceptionnel pour une famille d'accueil, il faut le dire. Il y a plein de familles d'accueil qui fonctionnent comme ça. Alors, je ne critique pas les collègues qui prennent des congés. Elles y ont le droit et c'est normal. Clairement. Par contre, moi, ma vision du métier, c'était famille d'accueil. Ça veut dire qu'ils sont en famille. Ça ne me serait pas venu à l'idée de partir un jour en vacances sans mes enfants. Donc, et moi, je suis un peu comme ça. Offrant un foyer à ses enfants, en leur disant toute l'année, vous faites partie de la famille, vous devez respecter les règles, ce que je vous demande et tout ça. Par contre, si on part en vacances, vous ne faites pas partie de la famille, vous ne venez pas. Ouais. Pour moi, ce n'était pas concevable. Ouais. Alors, je suis comme toi au début. Et pendant les 10 ans où j'ai de famille d'accueil, je suis comme ça. Mais au bout d'un moment, je suis lassé de la façon dont l'ASE, l'institution, d'une façon générale, me traite en tant que famille d'accueil. Ce qui fait que il va m'arriver de demander des relais. J'aurais pu garder les enfants, mais ça me saoule d'être traité comme ça, donc je vais finir par demander du relais. Ce qui n'est pas bon, en fait, hein, très clairement, c'est pas bon. J'aurais pu faire la même chose, vu comment l'ASE nous traitait, mais t'es pas comme ça. Pour moi, la priorité, c'était les enfants. Ouais. J'ai toujours fait passer les enfants en premier. Ouais. Quels qu'ils soient, tous les enfants qui sont passés chez moi, ça a toujours été la priorité. En été 2023, quand on s'est retrouvé avec 7 gamins, ces 2 petits gamins qu'on avait eu 2 jours avant de partir, les grandes qui étaient en relais chez nous, on les a emmenés, on a payé Océanopolis pour tout le monde, on n'a fait aucune différence. On est allé au restaurant, ils sont tous venus avec nous. Jamais on n'a fait de différence. Même si c'était des gamins qui étaient là pour 15 jours de relais. C'est pas grave. Ils étaient traités comme les autres. Et alors, ce que tu viens de dire illustre bien un sujet que j'ai déjà traité en vidéo, c'est qu'il faut bien se rendre compte que si on est famille d'accueil et qu'on fait juste bien notre travail, c'est-à-dire si on aime un minimum les enfants, on y est de notre poche. C'est obligé. Hein, c'est obligé. Donc on va revenir sur ton mari parce que ça va se finir de façon très dramatique. Hein. Donc il est très fatigué et puis en septembre 2024, donc le vendredi, on l'a appelé pour un nouvel accueil. Un de ses accueils était parti quelques jours avant. Donc on l'appelle pour un accueil et moi j'étais partie, donc j'avais plusieurs démarches, des courses à faire. Donc il était convenu que comme il se sentait fatigué, il m'avait dit je m'occupe de la maison, fais ce qu'il y a à faire à l'extérieur. Ça nous arrivait fréquemment, donc pas de problème. On ne peut pas être sur tous les fronts en même temps, parce que on a beaucoup de démarches à faire quand on est à l'ASE. Il y a les courses à faire, parce que plus vous avez d'enfants, plus ça mange. Hein. Ils ont aussi des besoins à la veille avec la rentrée scolaire. Donc plus les démarches à faire, c'est énorme. Mais entre-temps, il faut aussi tenir la maison, s'occuper du linge et tout ce qui va avec, ce qui représente une grosse charge de travail. Donc il est censé se reposer et s'occuper de la maison. Il m'a dit, je m'occupe de la maison, il ne se sentait pas de faire les trajets à l'extérieur, voilà. Puis il m'avait dit, tu seras plus libre parce que si tu n'es pas rentré, je récupère les enfants qui arrivent avec le bus, tout ça, il n'y avait pas de problème. Je m'en vais, 15h, le service m'appelle et me dit, Madame Sury, on est embêté, on essaye de joindre votre mari pour un accueil et il ne répond pas. Je dis, écoutez, il est à la maison, son portable passe. Je dis, au pire, appelez sur le fixe. On l'a fait, mais il ne répond pas. Je dis, écoutez, là pour l'instant, je ne suis pas à la maison, je vais voir, je vais gérer. J'ai appelé une de mes filles qui habitait pas loin de chez moi. Je lui ai dit, écoute, il y a un souci, papa ne répond pas, il doit y avoir un souci à la maison, va voir, tu es plus près que moi. Moi, je devais passer récupérer mon fils à Limoges, qui venait de venir passer le week-end avec nous. Donc je passe chercher mon fils, je reviens. Bon, ma fille, le temps de s'occuper de ses enfants, elle avait des enfants en bas âge, le temps de s'occuper des enfants et tout ça pour pouvoir les laisser aller chez moi. On est arrivé en même temps à la maison. Et quand on est arrivé, mon mari dormait. Ce qui nous a beaucoup étonnés parce qu'il était plutôt du genre hyperactif. Et donc il m'a dit, en fait, je suis très fatiguée.
Donc j'ai dit, bon, bah écoute... Tu arrives à lui parler, là, il dort, mais voilà. il dit qu'il est très fatigué. J'ai dit, bah écoute, il était dans son fauteuil, j'ai dit, écoute, va dans la chambre, repose-toi. Il va se coucher. Et donc moi, je gère les enfants, ma fille repart, mon fils qui avait 19 ans, 18 ans, 19 ans. Et en fait, mon fils reste avec moi, donc il m'aide avec les petits, voilà, on fait ce qu'on a à faire. Mon mari se reposait dans la chambre. Une fois les petits couchés, tout ça, mon mari était toujours dans la chambre, donc je vais voir. Donc je le réveille, il me dit non, mais je suis épuisée, j'y arrive pas. Alors que ça faisait plusieurs heures qu'il dormait. Puis au bout d'un moment, en discutant avec mon fils, j'ai dit c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. J'ai pas comme ça. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ouais, donc à 22h, j'appelle le SAMU. Le service m'avait rappelé pour la petite et tout ça. J'ai dit écoutez, mettez en attente, pour l'instant je peux pas vous dire. Là je suis pas en état de prendre une petite en plus pour l'instant. C'est pas possible. C'est la première fois que j'ai refusé. Et donc le SAMU vient à 22h, ils l'ont examiné sous toutes les coutures, ils ont fait plein d'examens. Ils ont dit nous tout nous paraît normal. Il n'y avait rien qui les alarmait. Mais le médecin a bien compris quand même que moi je sentais que quelque chose n'allait pas. Ils sont repartis, il était 1h30 du matin. Donc ils sont bien restés avec lui quand même. Ils ne l'ont pas emmené. Ils m'ont dit on n'a pas de motif d'hospitalisation là. Ils ont fait un électrocardiogramme, tout était normal. Donc ils m'ont dit on n'a pas de motif d'hospitalisation. Mais le médecin m'a dit par contre si vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose qui vous inquiète, n'hésitez pas à nous rappeler. Bon, moi j'étais fatiguée avec la journée, avec mon fils, mon mari s'est recouché, on s'est mis dans le salon, mon fils s'est endormi sur le canapé, moi je me suis endormie dans le fauteuil. Il devait être à peu près 3h du matin, j'avais été voir mon mari juste avant, j'avais vu qu'il dormait, et donc vers 3h on s'endort tous les deux, à 6h je me réveille, besoin d'aller aux toilettes, je me réveille, et j'en profite pour faire un passage, voir comment il va, et là, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Sans regarder, sans rien, je me dis, à sentir comme ça, je me suis dit, il y a un truc qui est bizarre. J'appelle mon fils, il vient voir, et il me fait sortir de la chambre et il me dit, appelle le SAMU. Je dis, qu'est-ce qu'il a? Il me dit, je crois qu'il est mort. Et effectivement, le SAMU a daté sa mort à 4h du matin. Et donc il était décédé, le cœur s'est arrêté. Et le médecin te dira qu'il est mort d'épuisement. Le médecin me dit il était vraiment épuisé. Voilà la raison qu'on m'a donnée. Son cœur s'est arrêté parce qu'il était épuisé. Et donc ça, évidemment, c'est très compliqué à vivre. Oui, on était très fusionnels, donc c'est très, très dur. Heureusement, mes enfants viennent tout de suite. J'appelle l'ASE pour les prévenir, bien sûr. C'est une collègue à moi. Dès qu'elle a su, en fait j'avais besoin d'avoir quelqu'un rapidement pour les enfants parce que mes enfants étaient là pour moi, mais moi j'avais besoin de quelqu'un pour les enfants de l'ASE. Et donc j'ai appelé une de mes collègues, je lui ai dit écoute, mon mari est mort, je ne sais pas quoi faire. Elle m'a dit j'arrive. Elle a confié ses enfants à son mari et du coup elle est venue tout de suite, elle s'est occupée des enfants, elle est arrivée, il devait être 8h30 du matin et elle est restée jusque dans l'après-midi pour s'occuper des petits. Ça a été vraiment très compliqué. Moi j'ai eu un blackout pendant plusieurs heures jusqu'à ce que les pompes funèbres viennent le chercher en début d'après-midi. Je ne me rappelle pas du tout ce qui s'est passé. Tout a été compliqué et surtout à partir de ce moment-là, tu subis un certain nombre de formes de maltraitance et en particulier de l'ASE. Alors ça commence pas avec l'ASE, encore que, comme tu le dis, c'est tes collègues qui interviennent, etc. Et l'ASE, tu les vois pas à ce moment-là. Disons qu'ils sont pas très présents. J'ai eu une personne du bureau qui a appelé, ce monsieur m'a rappelé pour me dire, me demander si ça allait, voilà, mais sans plus. C'est-à-dire qu'ils te reprennent pas les enfants à ce moment-là? Ah non, les enfants restent avec moi. Les deux tout petits de les 2 ans. Les enfants placés, là, les enfants que tu accueilles, ils te les reprennent pas, ils s'arrangent pas. J'avais deux tout petits de 2 ans qui sont allés en relais pour les obsèques. D'accord. Je les ai récupérés après les obsèques, mais parce que j'avais dit ils sont trop petits pour venir. C'était pas possible que je puisse les gérer à ce moment-là. Ensuite, les 3 plus âgés, donc une fille, un garçon, et ma petite, pour laquelle je suis en procédure d'adoption,
Là, par contre, moi, j'ai tenu à ce qu'ils restent parce que ça faisait plusieurs années qu'ils étaient à la maison, qu'ils étaient attachés à mon mari. Oui. Et pour moi, c'était évident qu'il fallait qu'ils lui disent au revoir. Donc, ils assistent aux obsèques. Mais là encore, c'est moi qui ai dû solliciter l'ASE pour leur demander que les éducateurs soient présents, que les psychologues de l'ASE viennent pour que les enfants puissent leur parler si besoin. C'est moi qui ai dû solliciter le service. Après ce décès, malheureusement, l'agence qui me louait la maison m'a dit qu'il fallait que je parte. Alors, ce qui est délirant, là, moi j'ai été gestionnaire locatif, si tu veux, tu m'expliques que le propriétaire de l'appartement... Alors, pas le propriétaire, l'agence qui me louait. Alors, c'est encore pire. L'agence qui te loue le bien où tu es, la maison ou l'appartement, je ne sais plus, te dit qu'il faut que tu partes parce qu'ils l'ont loué à un couple et pas à une femme seule. Voilà, c'est ça. Donc moi... Ce qui est délirant. J'étais en deuil, j'avais les enfants à m'occuper, fallait que je gère plein de choses. Et je me suis dit, bon, je vais pas me battre contre ça en plus. Ouais. Et donc j'ai cherché autre chose. Et c'est là que commence la maltraitance institutionnelle ASE, c'est-à-dire que le référent d'un des enfants que tu accueilles depuis 6 ans te reproche de déménager trop souvent. Ah, il me l'a reproché après, oui. Ça a été, on va dire, ça a été une raison pour laquelle elle m'a fait des reproches en disant vos déménagements successifs. Je lui ai rappelé gentiment que le premier déménagement, c'était pour aller dans le département 87, justement pour cet enfant, qui avait des prises en charge quand même assez lourdes. Et que là, je déménageais parce que mon mari était décédé. À partir de là, franchement de ma faute, je n'ai pas demandé à ce qu'il parte. Mais ça, elle ne l'entend pas pour elle. De toute façon, il lui fallait de quoi me critiquer et ça venait à point nommé. Ouais. Donc, parce que cet enfant avait une AESH à l'école et pour elle, changer d'école, ça voulait dire changer d'AESH, changer de praticien et tout ça. En fait, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, quoi. Donc, parce que après, il fallait déménager, mais il fallait aussi trouver une maison suffisamment grande. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, quand mon mari est décédé, donc du coup, lui, il avait un accueil et moi, j'en avais 4. Donc 3 et 2, ça faisait 5. Donc on avait 5 accueils et que moi, si je voulais que la PMI m'autorise à garder ces 5 enfants, il fallait que j'ai une chambre par enfant. Donc il me fallait trouver une maison en location avec suffisamment de chambres pour que tout le monde ait sa place et que la PMI m'accorde l'agrément. Et là, tu déménages et pour le déménagement, tu demandes de l'aide. Ben oui, parce que les 2 petits de 2 ans, je me suis dit, dans le déménagement, c'est compliqué. Donc les autres ont 4, 6 et 7 ans. Ils ne sont pas beaucoup plus grands non plus. Alors 4 ans... C'est pas comme s'ils avaient 15 ans qu'ils aient pu t'aider pendant le déménagement. Donc tu demandes de l'aide pour ne pas les avoir sur le dos pendant le déménagement. Voilà. Donc je voulais simplement un relais pour au moins les 2 tout petits. J'étais consciente aussi qu'avoir un relais, c'est compliqué. On manque l'ASE manque de personnel, toutes les collègues sont en surnombre. Donc je voulais simplement que les 2 petits puissent partir en relais. J'avais demandé à des collègues si elles étaient disponibles pour les prendre. J'avais trouvé les collègues qui auraient pu accepter de les prendre. D'accord. Et l'ASE m'a dit non, pas de relais. Parce que je n'avais pas demandé suffisamment à l'avance et parce que les 3 autres n'allaient pas en relais. Et alors ça, c'est le genre de raison que j'ai pu entendre, mais qui m'agace forcément parce que la raison de tu n'as pas demandé suffisamment à l'avance, il y a un certain nombre de fois où on t'a pas vraiment donné beaucoup de temps pour réfléchir et pour prendre des enfants en surnombre, pas dans les clous, etc. etc. D'ailleurs, tu m'as raconté l'histoire d'un enfant que tu vas chercher pour le prendre en relais, et quand tu arrives, il faut prendre son frère aussi. Parce que la collègue est en maladie et qu'ils ont trouvé personne. Voilà. Et la collègue me dit, on les sépare pas, on prend les 2. Et quand j'appelle le responsable, il me dit, est-ce que ça vous embête de prendre son frère ? Non, le gamin est là, il est en train de pleurer, à me demander s'il va avec son frère. Si je l'emmène, vous voulez que je fasse quoi ? Je le prends. Et c'était donc 2 jours avant de partir en vacances en 2023, quoi. Non, mais c'est pas 2 jours avant de partir. Le délai, c'est pas 2 jours. On te reproche le délai de ne pas avoir demandé dans les clous. Mais le délai, c'est pas 2 jours avant. C'est dans l'instant, là. Le gamin, il est là. 2 gamins en plus, 2 jours avant de partir en vacances. Ils n'avaient rien à se mettre sur le dos. Il a fallu que je fasse. Sauf que moi, quand j'ai demandé 8 jours avant le déménagement de prendre les 2 petits en relais... On te dit non. Non. Alors que tu as trouvé. Parce que c'est pas comme si c'était compliqué en 8 jours de trouver une place en relais. J'avais des collègues. Tu avais des collègues, tu avais trouvé. Oui. La justification, elle est uniquement et purement administrative, puisque tu as la solution.
Bah oui, c'est ça qui est rageant, quoi. Mais en plus, on m'a reproché de ne pas mettre les 3 autres en relais. Alors j'ai dit, déjà, si vous ne pouvez pas en prendre 2, 5, ça va être compliqué. Quoi. Ouais, c'est un peu délirant. Et donc, comme je l'ai dit, à partir du moment où ton mari n'est plus là, la maltraitance institutionnelle va s'alourdir, et notamment, on va te reprocher ta prise en charge d'une petite de 2 ans. Ouais, déjà, quand ils m'ont refusé le relais pour déménager, pour moi, c'était, ils me laissent tomber, quoi. C'est débrouillez-vous. C'est vrai que moi, je l'ai mal pris parce que je me suis dit, en fait, j'ai toujours été là quand ils m'ont demandé. Là, je leur demande quelque chose dans une situation quand même particulière et ils me laissent tomber. Alors, non, là, moi, ça me fâche presque d'entendre ce que tu viens de dire. Là. Tu l'as pas mal pris. N'importe qui l'aurait mal pris. Moi, je me suis fâché pour moins que ça. Honnêtement, je suis pas colérique et pourtant, je sais que je suis perçu comme ça au département où je travaille. Mais c'est pas normal en fait. C'est juste pas normal. Donc tu peux pas dire juste tu l'as mal pris. N'importe qui aura raison de mal le prendre. Tu vois ce que je veux dire ? Disons que ça a été compliqué pour moi. Mais j'ai rien dit. J'ai fait mon déménagement. Et au mois de janvier, une responsable de placement d'une EMDD vient me dire on a un problème avec la petite parce qu'en fait vous la mettez en crèche et il faudrait pas. Je dis mais moi j'ai justifié que je la mettais en crèche 2 à 3 jours par semaine, d'une pour sa sociabilisation, puisqu'elle en avait besoin, deuxièmement pour apprendre à vivre en collectivité, puisqu'elle va aller à l'école bientôt, et aussi pour que moi je puisse faire des choses de temps en temps. Je vous rappelle que je suis toute seule avec 5 enfants et que de temps en temps j'ai besoin d'une petite soupape de sécurité pour me dire prendre un peu de temps pour souffler ou pouvoir tout simplement faire mes papiers. Et là, au mois de janvier, on va me dire « Mais oui, mais vous ne pouvez pas la mettre en crèche. » Je dis « Non, mais attendez, chez moi, si je ne la mets pas une journée ou 2 en crèche, on va forcément avoir des problèmes. Ouais. » J'ai moi, vous pensez, je suis toute seule. Des fois, j'ai aussi des choses à faire, genre, vous savez, je suis une femme. Si je vais chez le gynéco, j'en fais quoi de la petite ? Si je dois aller chez le médecin, j'en fais quoi de la petite ? Bah oui, évidemment. Et pour elle et pour moi, il me faut au moins 2 jours par semaine en crèche. Et là, on me dit non, il lui faut un accueil individualisé parce que déjà, vous avez trop d'enfants chez vous. Je leur ai rappelé gentiment que c'est eux qui me demandaient de les accueillir. J'ai dit, moi, je suis désolée, si vous voulez qu'elle soit toute seule dans l'accueil, trouvez une famille où elle va être toute seule. J'ai dit, c'est pas gagné. Hein. Elle m'a pris vraiment au pied du mur et elle m'a dit, on va lui trouver une autre famille. J'ai dit, mais vous vous rendez compte, ça fait 8 mois qu'elle est chez moi, elle commence à poser un petit peu. Enfin, voilà, on sait ce que c'est qu'une enfant qui arrive et qui doit réussir à se poser dans sa famille d'accueil, quoi. Je dis, vous n'allez pas la déstabiliser maintenant. Et là, elle a tout remué pour trouver une famille qui la prendrait. Et effectivement, en quelques jours, on décide que cet enfant doit partir. Donc cette petite, en fait, c'est pas l'éducatrice qui a décidé de me l'enlever, c'est la responsable du placement. D'accord. Et donc l'éducatrice, elle m'avait donné l'aval pour la crèche. D'accord. Mais ça a été remis en question par cette personne. Donc du coup, ils sont venus chercher la petite. Sauf qu'entre-temps, cette responsable du placement est partie du service, a été remplacée par quelqu'un d'autre. Ce monsieur qui la remplace est venu à mon domicile parce qu'il m'avait expliqué justement qu'il fallait expliquer à l'enfant, sauf que personne ne lui avait expliqué. C'est-à-dire qu'elle part, elle est déplacée alors que personne ne lui a expliqué pourquoi. Rien du tout. Donc ce monsieur décide de remettre le placement au lendemain, le déplacement au lendemain, et de venir ce jour-là lui expliquer. Y compris à l'autre enfant de 2 ans qui était très soudé avec elle parce que il n'allait pas comprendre non plus pourquoi elle partait. Oui, clairement. Donc les éducs des 2 enfants viennent à la maison avec le nouveau responsable de placement qui finit par, après avoir discuté avec moi, me dire mais en fait je comprends pas pourquoi on vous l'enlève. Je dis écoutez, c'est pas moi qui ai pris la décision. Lui ne comprend pas, c'est bien le responsable du placement. Mais il va quand même la déplacer. Alors il aurait pu prendre une décision inverse. Il m'a dit, la décision a été prise, je ne peux plus rien faire. C'est pourtant bien lui le responsable. C'est ça que je ne comprends pas en fait dans ce genre de décision. Mais bon, quoi qu'il arrive, de toute façon, l'histoire est dite. Elle est déplacée. L'enfant part de chez moi, va chez une collègue qui va la garder, je crois, 2 semaines. Qui finalement ne va pas la garder parce que l'enfant fait des crises, parce qu'elle refuse la frustration, donc elle fait des crises mais vraiment énormes, à se rouler par terre, à hurler, ce qu'elle ne faisait plus chez moi. D'accord, parce qu'elle s'était posée chez toi. Mais là on la déplace, elle ne connaît pas la maison, voilà, elle a 2 ans. Hein. La famille d'accueil jette l'éponge. Voilà, on la met dans une autre famille qui là a un problème avec l'époux, puisque chaque fois qu'elle va en visite avec sa mère, elle attrape l'époux. Donc là, la famille dit non, le coût des produits, on n'est pas remboursé, donc ça ne le fait pas non plus, elle la garde que quelques jours. Et là, elle se retrouve dans une famille où les 2
personnes du couple sont agréées, donc forcément plusieurs enfants. 6 enfants, tu me dis. 5 ou 6, quelque chose comme ça. Enfin, autant que chez moi. Alors que l'objectif, c'était de la mettre dans une famille d'accueil où il y aurait moins d'enfants. Voilà, puisqu'elle devait avoir un accueil individualisé, ce qui n'est pas le cas du tout. Et donc, le pire de tout, c'est qu'elle retourne en crèche. Donc, on l'enlève de chez toi, où elle s'est posée. Parce qu'en 8 mois, elle faisait plus de crise, etc. Alors qu'elle n'est... Ça, c'est très fréquent chez les enfants placés. Ils sont intolérants à la frustration, pour des déficiences éducatives. Elle s'était énormément attachée à l'autre petite de 2 ans. Elle s'était attachée, etc. Donc on lui casse cet attachement alors qu'elle a 2 ans. En plus, c'est vraiment la période de la vie où le cerveau se forme, où il faut de l'amour, etc. Ça, c'est vraiment important. Voilà. Et donc, on la déplace pour la mettre dans une famille d'accueil qui jette l'éponge au bout de 2 semaines, une autre qui jette l'éponge au bout de 3 jours, et une dernière famille d'accueil qui propose... Dans le meilleur des cas, parce que tu ne sais pas si elle va être aimée effectivement ou pas, mais les mêmes conditions d'accueil que chez toi. Et ça arrive assez fréquemment, mais là où moi je regrette, c'est que avant le déplacement, il y a quelqu'un qui s'en aperçoit, c'est un responsable, pourquoi il ne prend pas une décision pourquoi il ne prend pas une décision contraire à une décision qui a été prise par quelqu'un qui n'est même plus dans le service. Ça, je trouve ça un peu ubuesque, j'ai déjà constaté par le passé. Donc, pour moi, c'est toujours le même problème qui revient. On est sur des numéros de dossier et non pas sur des enfants. Et ça va continuer parce qu'ensuite, une éducatrice d'un des autres enfants que tu as te reproche d'être trop attachée à lui. Alors, elle me reproche d'être trop attachée à lui et de ne pas faire, et du coup, de par mon attachement, de ne pas faire assez de place au père. Ce qui est aberrant, puisqu'en fait, j'ai une très bonne relation avec le papa. Qui lui, alors il faut savoir que cet enfant est arrivé chez moi à 16 mois, mais j'étais déjà sa 3e famille d'accueil. Il arrive chez toi, parce que cet enfant-là, son parcours est important, on va en reparler. Cet enfant-là, il arrive chez toi à 16 mois et tu l'as depuis 6 ans. Je l'ai eu jusqu'à 7 ans et demi. Il va être déplacé parce que, pour les raisons qu'on vient de dire, elle estime qu'il est trop attaché à toi. Ça faisait déjà longtemps qu'elle me disait qu'elle allait trouver une autre solution parce qu'elle trouvait que j'étais trop attachée à lui. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que même la neuropédiatre a déclaré lors d'un examen, puisqu'il la voit tous les ans, qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il fasse autant de progrès, mais que ces progrès sont le résultat de l'attachement qu'il a avec ma famille. Ce qu'il faut savoir, c'était un enfant qui avait un gros retard moteur, gros retard cognitif. On avait des doutes sur le fait qu'il puisse marcher et parler un jour. Nous, quand on l'a eu à 16 mois, c'était un bébé de 6 mois qui se tenait à peine assis. Oui, qui avait déjà énormément de retard. Énormément de retard. Mon mari l'a emmené toutes les semaines à la piscine. Moi, je l'emmenais faire les séances de psychomotricité, d'ergothérapie. On va dire que c'était mon travail. Mais c'était toutes les semaines et c'était vraiment très lourd. Mais on l'a fait. Quand au bout d'un mois de placement, on nous a dit on n'a trouvé personne d'autre, parce qu'à la base, ça devait être provisoire, c'est toujours pareil. Oui, comme bien souvent, du provisoire qui dure. Au bout d'un mois, on m'a dit on n'a trouvé personne. Mon mari et moi, on a dit écoutez, on va le garder. L'éducatrice nous a dit ça va être un cas très lourd. Et nous, on a dit écoutez, on verra bien. Et en fait, ce petit garçon, il a évolué. Mais évolué tellement que en novembre 2025, quand j'ai été en maladie et qu'il a dû être mis dans une autre famille d'accueil, cet enfant n'avait aucun retard scolaire. Certes, il avait une AESH à l'école pour l'aider, mais il n'avait aucun retard scolaire. Il n'a pas redoublé, il était dans la classe de son âge. Il vivait comme tous les autres enfants de son âge. Il avait récupéré une bonne partie de son retard, ce qui est assez exceptionnel, enfin, moi je connais un petit peu ça, ce qui est assez exceptionnel pour un enfant qui, à 16 mois, avait déjà beaucoup de retard. Parce que comme on l'a dit, vraiment les 2-3 premières années de la vie, c'est le moment où le cerveau se construit le plus, c'est là où on peut avoir des séquelles pour la vie. On doutait du fait qu'il puisse un jour marcher et parler. On ne pouvait pas l'assurer, mais il y avait des doutes. Aujourd'hui, c'est un petit garçon qui a 8 ans, qui, grâce à mon mari, sait nager tout seul, et il nage très bien. Il sait faire du vélo sans les petites roulettes. C'est un petit garçon qui joue au foot, qui est comme tous les enfants de son âge. Quand on dit on n'était pas sûr qu'il puisse marcher et parler un jour, c'est pas ton diagnostic à toi, hein? Non, c'est celui de la neuropédiatre. Elle n'a pas dit qu'il ne pourrait pas, elle a dit qu'elle avait des doutes. Oui. Pour dire qu'il avait énormément de retard. La dernière visite que j'ai faite avec lui chez la neuropédiatre, en 2025, je crois début 2025, elle m'a dit c'est impressionnant, il n'a quasiment plus aucun retard moteur. Et alors on te reproche notamment de prendre trop de place, sauf que dans le même temps on te reproche aussi de communiquer avec le papa avec qui les communications passent bien, quoi. Quand j'ai accueilli ce petit garçon, son papa disait de toute façon moi je ne suis au courant de rien.
Parce que la règle, c'était, comme me l'a dit l'éducatrice dès le début, tout passe par moi. Vous me donnez toutes les informations et c'est moi qui relaye. Sauf qu'au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte qu'elle ne relayait rien du tout. Le père n'était au courant de rien. Sauf que la loi est très claire, il a l'autorité parentale. Il est donc normal qu'il soit informé de certains éléments de la vie de son fils, comme les rendez-vous médicaux, les rendez-vous d'école. Il a le droit. En plus, on n'est pas du tout sur un papa qui risque de l'enlever, qui risque de lui faire du mal. On est sur un papa qui est légèrement déficient, qui ne peut pas gérer le quotidien de son fils. Voilà. Mais il est capable de gérer sur des courtes périodes. Donc, aucun problème. Petit à petit, on a obtenu l'autorisation qu'il vienne aux fêtes de l'école. Donc moi, je lui donnais toujours la date, il s'arrangeait pour être là. Je lui donnais les rendez-vous médicaux quand son fils a été opéré des amygdales. Il a été là, et heureusement, parce que l'éducatrice, elle n'était pas là. Il fallait remplir les papiers pour l'anesthésiste et tout ça, il fallait l'autorité parentale. Ben, nous, on ne l'a pas. Donc je ne pouvais rien faire, je ne pouvais rien signer. Heureusement que le papa est venu. Parce que lui, il a pu signer tous les papiers, le petit a pu être opéré. Mais voilà. Et ça t'agace fortement parce qu'il y a de plus en plus de menaces de te l'enlever. Et à ce moment-là, la coupe est pleine. Donc tu préviens ta responsable que si on te l'enlève, tu vas démissionner. J'avais prévenu, si on m'enlève ce petit garçon, je démissionne. Parce que moi, je fais ce métier par vocation. On s'est énormément investi pour cet enfant. Et on en a eu énormément en retour parce qu'il nous a donné énormément, autant que nous on lui a donné. Et cet enfant, nous on voyait une perspective d'avenir pour lui, parce qu'il évoluait dans le bon sens. Et c'est l'attachement qu'il avait à notre famille qui lui permettait d'évoluer. Donc le retirer de chez nous, c'était prendre le risque que ça s'arrête. Et alors malheureusement, fin 2025, tu fais une fracture de fatigue. Oui, malheureusement, mon corps a dit stop. J'ai été épuisée. Et là, le médecin te laisse pas le choix, il t'arrête pour 2 mois. Il envoie l'arrêt de maladie directement à la Sécu sans me le donner. D'accord. Parce qu'il savait que s'il me le donnait, je ne le donnerais pas. Et là, le souci, c'est que tu es arrêté pour 2 mois et là on t'enlève les enfants. Là, il faut que les enfants partent de chez moi. Donc, mis à part la petite pour laquelle j'avais lancé une procédure d'adoption, tous les autres enfants doivent partir. Et à la fin de ton arrêt, ta responsable t'incite à prendre ton congé d'adoption. Le service adoption m'avait fortement conseillé de prendre mon congé d'adoption. Alors, on revient un petit peu en arrière parce que ça n'en a pas beaucoup parlé, mais un des enfants que tu accueilles t'a été confié en vue d'adoption. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait une procédure d'adoption, je savais qu'il n'y aurait pas de retour en famille, et puis là, on est carrément sur une adoption. Voilà. Et donc, elle t'incite à prendre ton congé d'adoption pour cette petite fille. Voilà. Tu le prends et pendant ce temps-là, l'éducatrice de l'enfant qui t'avait menacé à plusieurs reprises de t'enlever ce garçon, s'arrange pour qu'il ne revienne pas chez toi. Elle a été très claire, elle m'a dit que c'était mieux que ce petit garçon reste où il était, parce que c'était mieux que de le balloter, parce qu'entre mes 2 mois de maladie et mes 4 mois de congé d'adoption, ça faisait 6 mois, et elle m'a dit c'est mieux qu'au terme il reste où il est. Ouais. Donc moi après mon congé, en sachant que pendant mon congé d'adoption, donc en février, j'ai demandé un maintien de lien. Parce que, il faut le dire, là pour le coup, cette raison-là, elle peut se justifier. C'est-à-dire que tu es en arrêt 2 mois plus congé d'adoption 4 mois, tu m'as dit. Ça fait 6 mois de coupure. Le fait est que s'il a réussi à se reposer dans une autre famille, c'est pas délirant d'envisager de l'y laisser. Et c'est ce que j'aurais fait si j'avais su qu'il s'était posé et qu'il était bien. D'accord. Franchement, si on m'avait dit tout se passe bien, il est posé, il n'y a pas de problème, je me serais dit on fait ce qu'il y a de mieux pour lui. Et là, tu fais une demande raisonnable, c'est-à-dire une demande de maintien de lien, c'est-à-dire que tu l'as eu pendant 6 ans, lui, il a des liens avec toi, il a le droit, c'est son intérêt supérieur, l'intérêt supérieur de l'enfant, de continuer à avoir des liens avec toi, même s'il n'habite plus chez toi. Surtout qu'avant de faire cette demande, je me suis concertée avec le collègue qu'il a en accueil, en lui disant, est-ce que tu penses que je peux faire une demande de maintien de lien, est-ce que ce serait dans l'intérêt du petit ? Et là, il me dit, mais carrément, il ne parle que de toi. Donc, il dit, il en a besoin. Il dit, on s'est concerté. Bon, lui, dans l'idéal, il aurait voulu avoir son week-end de répit chaque mois. Ce qui n'est pas possible, comme pour beaucoup, parce que les week-ends de répit ne sont pas mis en place. Sauf que là, justement, tout aurait pu bien s'agencer. Voilà. Donc, moi, je lui dis, moi, je peux le prendre un week-end par mois. Et le prendre à chaque fois que tu poses des congés,
pour qu'il aille toujours chez la même personne en relais et que ça ne le déstabilise pas. Ouais. Puisque c'est un enfant qui a besoin de repères, d'avoir toujours la même routine. J'ai comme ça, si je le prends un week-end par mois et que je le prends quand tu es en vacances, il va toujours chez la même personne. Ouais. Donc pour lui, c'est tout bénéfice. Et pour toi aussi, puisque tu n'as pas besoin de chercher de relais. Tu sais où il va à chaque fois. Mon collègue était d'accord. Sauf que tu vas faire cette demande de maintien de lien pour voir cet enfant régulièrement, mais l'éducatrice donnera jamais. Et bien en fait, j'ai demandé à ma responsable, par voie hiérarchique, qui me dit, je transmets à la MDD, l'éducatrice donnera son avis. D'accord. Je me doutais bien que l'éducatrice ne serait jamais d'accord. Elle ne m'a jamais répondu officiellement. C'est surtout qu'elle t'a jamais répondu en plus. Par contre, elle a dit à mon collègue, quand il a dû poser des congés, il lui a parlé de ma demande et là, elle lui a dit, hors de question, ça ne se fera pas. Donc, comme il me l'a répété, je savais à quoi m'attendre. Sauf que le petit, je continuais à le voir régulièrement puisqu'il va à la même école que mes petits-enfants. Donc, j'ai pu le voir régulièrement et j'ai continué à donner la vêture, à lui acheter des vêtements, des chaussures, des jouets, des livres. C'est moi qui ai continué à fournir tout ça. Alors que tu n'es pas financé du tout pour ça. Il faut le savoir, les familles d'accueil, elles reçoivent ce qu'on appelle un budget, une vêture. Un budget, une vêture. Alors la vêture, et puis frais d'entretien. Ce qu'on appelle les frais d'entretien. Mais là, tu n'es plus du tout financé, il n'est plus chez toi. C'est uniquement ça, on le reçoit que si l'enfant est effectivement accueilli chez nous. Et toi, tu continues parce que tu aimes cet enfant. D'abord parce que je l'aime, parce qu'il compte sur moi, et que je veux qu'il continue à avoir ce qu'il avait chez moi. Parce que mon collègue est très bien, mais il n'a pas la même vision du métier que moi. Donc voilà, je voulais que ce petit garçon, il continue à avoir la vie qu'il avait chez moi. En étant privé de rien. Ça d'ailleurs, ce que tu viens de dire pourrait être très mal pris par les jeux dans le sens où ils considèrent qu'ils l'ont placé chez notre famille et ça pourrait les agacer que tu veuilles continuer à avoir la mainmise sur cet enfant. Ils pourraient prendre ça comme ça, c'est ça que je veux dire. Mais pour autant, de toute façon, l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est de pas perdre de lien avec une personne qu'il aime. Peu importe que l'éducatrice t'apprécie ou pas. En fait, il devrait y avoir du détachement par rapport à ça. C'est ça que je reproche à l'ASE, c'est que je me dis en fait, à aucun moment on s'est demandé si c'était dans son intérêt au petit. On a simplement écouté l'éducatrice qui n'était pas d'accord. Donc, comme tu as bien prévenu, au bout d'un moment, ras-le-bol, et tu donnes ta démission. C'est ça. Je ne me voyais pas accueillir d'autres enfants, m'attacher à nouveau, parce que moi je suis comme ça et je me serais forcément attachée, et recommencer ça. Il m'avait déjà fait ça avec mon premier accueil. Je l'ai gardé 2 ans. Quand on m'a dit il va retourner chez sa mère, j'avais dit attention, elle vous a mis les feux au vert, mais elle connaît le système, ça va pas marcher. Personne m'a écouté. Là, j'ai dit attention, Nathan, il est attaché, faites pas n'importe quoi. On m'a pas écouté. Je voulais pas encore recommencer, c'est pas possible. Donc j'ai préféré arrêter. Alors suite au fait que tu es rué dans les brancards, si on peut dire ça comme ça. Quand on te dit que l'enfant ne reviendra pas et qu'il n'y aura pas de maintien de lien, les services sociaux s'arrêtent pas là. Non. Et ils remettent carrément en cause potentiellement l'adoption de ta fille, enfin de ta future fille qui n'est pas légalement ta fille aujourd'hui. Sauf qu'ils prennent un autre prétexte. C'est-à-dire que, moi, pratiquement 2 ans après le décès de mon mari, c'était pas prévu au programme, mais j'ai rencontré quelqu'un. Donc on a pris notre temps, on s'est posé les bonnes questions parce que j'ai quand même ma fille qui a perdu son papa. Donc oui, je me suis dit c'est une personne avec qui je peux envisager de refaire ma vie, mais j'ai ma fille, donc je dois y penser. Donc on s'est beaucoup questionné là-dessus et c'est trouvé que je me suis dit on peut y aller. Et donc tu te remets avec en toute quelqu'un. transparence, j'ai prévenu le service adoption. Je me mets avec quelqu'un qui habite à 1 heure de Limoges en l'occurrence, donc pas plus loin que quand on habite dans certains coins du département 87 qui sont parfois à plus d'1 heure de Limoges. Et donc j'ai demandé à ce qu'elle puisse changer d'école et aller à l'école là où on habitait. Et là, refus du service d'adoption. Ce qui est délirant dans l'esprit, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, cet enfant t'est confié en vue d'adoption déjà. On est d'accord. C'est-à-dire qu'on va préciser les choses. À ce moment-là, elle est pupille de l'État, donc elle ne dépend plus de l'ASE, elle dépend du service qui gère les pupilles de l'État à la préfecture. Et
Il y a dans ce cadre-là, pour les pupilles de l'État, des conseils de famille au moins une fois par an. Oui. Conseil de famille qui a dû demander une enquête pour voir si le lien était suffisamment établi avec la famille, avec toi en l'occurrence, et au minimum un deuxième conseil de famille qui dit « Ok, on a vu qu'il y a bien un lien » et qui te la confie en vue d'adoption. C'est-à-dire qu'on est exactement dans la même situation que les familles qui vont adopter à l'étranger, et qui ont réussi à faire tout le nécessaire, etc., et qui reviennent avec un enfant, sauf que comme le lien n'est pas établi parce qu'ils viennent de le connaître, ils sont confiés en vue d'adoption par la justice française qui ensuite, au bout de 6 mois d'attente, va... Donc dans les faits, c'est ta fille. Alors, c'est même dans les faits, en pratique, c'est ta fille, je veux C'est dire. même plus que ça, parce qu'en fait, moi, il y a eu le conseil de famille qui m'a confié la petite en vue d'adoption, mais le conseil de famille a eu lieu après le décès de mon mari. Oui. Mais comme il avait laissé des directives, le conseil de famille a accepté de me la confier en vue d'adoption pour que je sois sa mère et que mon mari soit son père à titre posthume. D'accord. C'est encore plus fort. Oui. Et là, c'est surtout à ça que je voulais revenir, c'est que elle t'est confiée en vue d'adoption, c'est-à-dire que dans la pratique, c'est ta fille, tu n'attends plus que le jugement du tribunal. Oui. D'accord, c'est ça l'étape. Hein. Puis je peux le dire parce que je l'ai vécu moi. Je touche les allocations familiales pour elle et elle est sur mes impôts. Tu touches les allocations, c'est ta fille, quoi. Et là, ils se disent, pour les raisons que tu viens d'évoquer, non, finalement, on va se reposer la question. Rien que pour l'enfant, c'est délirant. Enfin, ta fille, évidemment, tu lui as dit, ça y est, t'es bientôt ma fille. Et là, ils te disent, on va réétudier. Mais j'ai eu l'enquête des 6 mois où ils sont venus tous les mois. Et alors que c'est ta fille, que tu as les allocs, etc., ils t'interdisent le fait de la changer d'école. C'est du délire. Et en fait, j'ai eu cette enquête de 6 mois où ils sont venus tous les mois, où elle a vu la psychologue tous les mois. L'enquête avait, été fermée. Oui, c'était terminé. Oui. On dépose la requête au juge et on n'attend plus que la signature. Là-dessus, donc le dossier a été posé en janvier, donc on n'attendait plus que la signature du juge. On m'avait dit, bon, c'est un petit peu long, ok, on attend, il n'y a pas de problème. Et là, au mois d'avril, quand je dis, je vais déménager et je voudrais que ma fille change d'école, là, on me dit, là, ça va poser un problème. Et aujourd'hui, je suis obligée de refaire l'enquête de 6 mois. Ouais. Et on vient vérifier si ma fille vit dans de bonnes conditions. Alors, ils sont venus vérifier le logement, il n'y a pas de problème. En même temps, je sais où je vais, voilà. Ils viennent vérifier le logement et alors que le département du 19 où j'habite vient me dire, la dame a été très claire, elle dit on voit que tout est fait pour la petite. Elle dit pour moi, voilà, j'ai vérifié le logement, c'est bon. Sauf que le 87, eux demandent à ce que l'enquête de 6 mois soit refaite. Et un courrier au procureur est envoyé pour savoir si ma fille vit dans de bonnes conditions avec quelqu'un qui ne serait pas fiché au délinquant sexuel ou qui aurait un casier judiciaire. Moi, je sais pas, j'étais famille d'accueil, vous pensez bien que c'est la première chose que j'ai vérifiée. Je trouve ça un peu délirant, toutes ces vérifications. Parce que tu cherches pour un pupille de l'État une famille d'accueil qui aurait fait la démarche pour avoir l'agrément d'adoption, etc. Donc on ne connaît pas, qui n'a pas fait ses preuves, etc. Je peux comprendre qu'on se méfie, d'accord ? Mais toi, ça fait des années que tu es famille d'accueil, tu as accueilli je ne sais pas combien de gamins. Je crois que ta motivation et l'amour que tu donnes aux gamins, c'est quand même prouvé depuis un moment. Et cette petite, je l'ai depuis toute petite. Je l'ai élevée. Et on en est là. C'est-à-dire qu'on se retrouve... Alors, c'est ce que j'ai dit, notamment dans le témoignage que j'ai écrit, comment j'ai rencontré ma fille. C'est-à-dire que, de toute façon, elle n'est plus adoptable par personne d'autre que toi. Il y a trop de liens avec elle. Elle nous a toujours appelés papa et maman. On a toujours été ses parents. Parce que l'adoption, quand on a affaire à une enfant qui est née sous X, par exemple, c'est à la naissance. La maman, elle a 2 ou 3 mois, je ne sais plus, enfin la maman biologique a 2 ou 3 mois pour se rétracter, mais c'est à la naissance, je dirais. Mais là, on a affaire à une enfant qui a quel âge à ce moment-là ? Elle a 6 ans aujourd'hui. Qui a 6 ans, et au bout d'un moment, il faudrait s'apercevoir que de toute façon, cet enfant-là, elle a créé trop de liens avec toi pour être adoptable par qui que ce soit d'autre. Donc au bout d'un moment, ce serait bien de pas lui refaire vivre ça, parce qu'évidemment, elle est au courant qu'il faut refaire une enquête, parce qu'elle va être réentendue et compagnie. Bien sûr. Donc, à un moment, il faudrait se poser la question de l'intérêt d'une revérification complémentaire, etc. Alors que ça fait déjà des années. C'est eux qui la mettent en insécurité. Ce qui m'agace aussi, c'est que, dans une certaine mesure, ces enquêtes, elles sont mal faites. Moi, je l'ai constaté. Elles sont mal faites, ou alors on en attend des conclusions qu'on ne peut pas avoir, en fait. Dans le sens où, pour ma fille, le rapport, qui était positif,
avant le deuxième conseil de famille, disait il y a du lien, etc. Mais on n'a pas pu tout bien savoir parce que ma fille a refusé de parler de certaines choses. Bon, elle a le droit, ce qui fait que ça aboutit à finalement une absence de conclusion définitive. Mais tu te remets avec quelqu'un, tu es transparent avec eux, c'est pas comme si tu leur avais caché, d'accord ? Tu leur caches et tu leur dis 6 mois après, une fois que tu as le jugement, ils peuvent plus rien faire. Sauf à recevoir une information préoccupante de je sais pas qui tendrait à prouver que tu t'en occupes pas bien, quoi, ou qu'elle est en danger. Donc, au bout d'un moment, il faudrait faire la part des choses. À 6 mois après, la situation est plus du tout la même. Puis encore une fois, tu as fait tes preuves, quoi. Donc, Quand j'avais pris la décision, vu ce que l'éducatrice avait dit d'arrêter le travail, j'avais prévenu le service d'adoption. J'avais dit, est-ce que si j'arrête mon métier de famille d'accueil en adoptant la petite, est-ce que ça peut me porter préjudice ? Pour l'adoption, tu veux dire ? Voilà. On m'avait dit absolument pas. J'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai dit, si jamais j'arrête, comme c'était une hypothèse, j'ai au moins, je suis tranquille là-dessus. Sauf que quand j'ai parlé de refaire ma vie, alors j'en ai parlé le lundi avec la psychologue, le mardi, j'étais convoquée par la responsable du service d'adoption, et là qui me dit, oui, de toute façon, ce monsieur, il va falloir qu'il demande un agrément et qu'on refasse la procédure. Et là, je me suis dit, attendez, stop, il y a un souci. Je refais ma vie, certes, mais ma fille, elle a un papa, elle sait qui il est. Elle avait un papa qui est décédé, genre tu veux dire. Elle a un papa. Ouais. Oui, enfin, elle a un papa. Oui, je voulais préciser. Juste pour ceux qui n'auraient pas suivi, le fait que c'est ton mari, ton premier mari. Il l'a élevée jusqu'à ses 4 ans et demi, mais elle s'en souvient. On en parle régulièrement, elle en parle avec ses frères et sœurs, elle sait qui il est. Et j'ai dit, mais attendez, je me remets en couple, ça ne veut pas dire que ma fille a un nouveau papa. Ça ne marche pas comme ça. Elle va être adoptée, elle portera le nom de mon mari. Mais tout de suite, je me suis dit, il y a un problème. Et cette personne qui m'a dit ça et qui a très mal pris le fait que je puisse me remettre en couple, comme par hasard, au bout de quelques jours, le service d'adoption m'appelle en disant, cette dame, elle s'occupe plus de vos dossiers, elle n'est plus là. Ouais. Pourquoi ? Parce que j'avais pris une avocate qui les avait appelés pour avoir des précisions. Et comme par hasard, la personne qui s'occupait de mon dossier a changé. Ouais. Ça a été, mais illico presto. Et c'est comme quand j'ai demandé que ma fille change d'école. Ouais. J'ai demandé ça donc au début des vacances d'avril. Et on m'a dit, oh, ça va être long, c'est pas sûr que vous l'aurez pour la fin des vacances et tout ça. J'ai écouté, c'est pas grave, vous faites la demande. Le jeudi soir, je fais le mail pour la demande. Le vendredi matin, la dame qui s'en occupait m'envoie un mail en disant, à 10h, elle me dit, j'ai envoyé la demande au tuteur. Et donc à 10h, elle me dit, je ne sais pas, je transmets au tuteur, mais je ne sais pas si vous l'aurez pour la fin des vacances scolaires. Donc le vendredi juste avant les vacances. Et à 10h50, le même jour, elle m'envoie un message en me disant, si je vois les documents, le tuteur a donné son accord. Ouais. Oui, l'avocat, c'est efficace. En moins d'une heure. C'est efficace. En moins d'une heure. Ouais. Alors, t'as pas pris un avocat ou une avocate, je ne sais plus pour rien, parce que il y a toujours cette histoire avec cet enfant que tu as eu de ses 16 mois à ses 7 ans et demi, parce que ça t'agace suite à ta démission. Ça t'agace parce que tu n'as pas eu comment on appelle ça, le maintien de lien. Et donc là, tu fais appel à une avocate pour lui demander pour essayer d'obtenir ce fameux maintien de lien malgré le refus et surtout c'est même pas un refus parce que l'éducatrice ne se prononcera jamais. Alors, donc tu fais appel à une avocate et l'avocate te dit un truc très sympathique. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que si j'ai fait le maintien de lien, c'est parce que et le collègue qui l'a en accueil et sa maîtresse m'ont dit qu'il en avait besoin. Pas parce que moi je le voulais. Oui, ça on l'a bien parlé tout à l'heure. Mais l'avocate te dit autre chose. Elle, quand tu lui demandes maintien de lien, elle te répond autre chose. À juste titre. Elle te propose pas un maintien de lien. Non. Elle me dit que, étant donné les liens que j'ai avec cet enfant, le temps où je me suis occupée de lui, que je pouvais être désignée tiers digne de confiance. Et donc demander la garde de l'enfant. Voilà. À titre gracieux, je veux dire, tu ne serais pas plus en tant que famille d'accueil, tu pourrais récupérer cet enfant chez toi. Voilà. Elle me dit qu'actuellement, beaucoup de juges cherchent avant les placements à trouver des personnes dignes de confiance qui pourraient être désignées justement tiers dignes de confiance et pouvoir accueillir les enfants plutôt que de les mettre dans des familles d'accueil où il n'y a plus de place. D'accord. Donc elle me dit que j'ai toutes mes chances. D'accord. Alors, ce à quoi tu n'avais pas pensé avant qu'elle t'en parle. Non, du tout. J'ai beaucoup réfléchi
parce que pour moi, ce qui prime avant tout, c'est l'intérêt de l'enfant. Ce qui t'a décidé, c'est une visite que tu vas faire à cet enfant. Le mercredi, avant les vacances d'été, où je vais le voir, et sa maîtresse me dit il ne va pas bien. Ouais. Alors moi, je m'interroge et je lui pose des questions. Je lui dis qu'est-ce qui se passe. Elle me dit il ne parle que de vous. Il me dit sa nouvelle famille d'accueil, bon, le monsieur est très gentil, mais elle dit il ne connaît pas le nom de sa femme, il ne connaît pas le nom de ses enfants. Chaque fois qu'il fait référence à l'école, notamment ils avaient fait des nichoirs pour oiseaux, il s'était servi de marteau et chez Tati il y a des marteaux. La maîtresse lui a dit dans ta nouvelle famille d'accueil, le monsieur a aussi des marteaux. Je sais pas. Ouais. Et en fait elle me dit chaque fois qu'il parle de quelque chose, il fait référence à vous. Aujourd'hui, ça fait combien de temps qu'il n'est plus chez toi? Il n'est plus chez moi depuis le 6 novembre 2025. Ça fera bientôt 1 an. Voilà. Alors jusqu'à... Donc aujourd'hui, tu t'es lancé dans une procédure judiciaire. J'ai décidé de saisir le juge pour enfants là, dès que je rentre de vacances, la semaine prochaine. D'accord. J'ai demandé des attestations à des personnes qui acceptaient de m'en faire, ce qui n'est pas évident parce que les gens ne veulent pas se mouiller. Ils ont peur. Parce que c'est quand même se battre contre l'ASE. Mais je vais le faire. Je ne sais pas si le juge acceptera. Je vais mettre les attestations, ce que moi j'ai vécu avec lui demander pourquoi je fais cette demande. Je la fais pour lui, parce que cet enfant en a besoin. Il faut savoir que c'est quand même un enfant, quand il a dû changer de famille d'accueil, c'est moi qui ai dû aider mon collègue à faire en sorte que l'enfant puisse se poser chez lui, parce que l'éducatrice n'a pas été présente. Ouais. C'est moi qui ai dû expliquer à l'enfant pourquoi il partait, pourquoi il devait rester chez mon collègue, qu'il ne pouvait pas revenir chez moi. C'est moi qui le lui ai expliqué. Il me semble aussi que tu lui as même donné son lit. Oui, parce que ce petit, quand il a dû partir, il m'a dit « mais en fait, je ne pourrais plus dormir dans mon lit, j'aurais plus mon bureau, j'aurais plus rien ». Et j'ai dit à mon collègue « est-ce que ça te dérange si je lui donne ses affaires ?» Et il me dit « mais moi, je ne peux pas te les racheter ». J'ai dit « mais je ne te demande pas de me les acheter. » Il a besoin de son lit et de son bureau pour se sentir dans sa chambre. Moi, je lui donne, c'est à lui. La priorité, c'était que lui se sente bien là-bas. J'ai tout fait pour qu'il se sente bien là-bas. Mais la maîtresse m'a dit, il va pas bien. Je vois bien certaines personnes qui te répondraient que l'inverse en te disant que tu as tout fait pour qu'il ne t'oublie pas. Mais en même temps, il n'y avait pas à ce qu'il t'oublie en fait. Il n'avait pas la nécessité qu'il m'oublie. Il aurait pu être bien chez mon collègue en ayant cette petite part à dire, Tati oui, mais toujours là. Tu sais bien ce que je veux dire. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois. Je l'ai entendu de nombreuses fois pendant 10 ans. C'est-à-dire que quand il y a un changement de famille d'accueil, souvent on va nous demander de ne pas maintenir le lien pour qu'il se pose mieux ailleurs. Or, c'est dans bien des cas. Parfois, ça peut se justifier dans le sens où il n'y a pas eu... Ils ne sont pas restés longtemps chez nous. C'était une transition entre deux situations. Moi, je pense qu'après 6 ans chez moi, après tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'on l'a aidé à récupérer le retard, un enfant qui n'est jamais allé en relais, qui est parti en vacances tout le temps avec nous, qui a vécu le décès de mon mari avec moi. Non mais c'est évident, on est il a vécu tous les événements familiaux, il était là au mariage de ma fille, au baptême de mes enfants, de mes petits-enfants. Toutes les dates importantes de la famille, il était là. Je suis complètement d'accord. C'est juste, je te faisais part de ce que j'ai entendu souvent dans ce genre de cas-là, de la part de certains éducateurs, pas tous, de l'ASE. Ça peut être possible pour certains enfants, je ne dis pas le contraire. En ce qui concerne cet enfant, il faisait partie de notre famille. Il faut savoir que son papa était vraiment ravi de savoir qu'il était chez nous. Tout s'était bien mis en place au niveau de la relation, on s'entendait bien. Et là, en l'occurrence, ce petit garçon, il a vu qu'avec son papa, ça se passait bien. Donc forcément, ça améliore les choses. En plus, on est sur une éducatrice qui, à chaque synthèse, disait « le papa ne s'investit pas ». Ce qui est entièrement faux. Le papa, il participe, à partir du moment où il a été prévenu, parce que quand il n'était pas prévenu, forcément, il ne faisait pas. Mais à partir du moment où je lui ai dit, il y a une partie sur les lunettes du petit à payer, il payait. Là, il veut faire du sport, il y a ça à payer, il payait. Il est sous curatelle, mais chaque fois, il disait à sa curatrice, il faut payer ça pour mon fils. À chaque fois, il disait, j'ai les allocations familiales, je participe. D'accord. Il était vraiment parti pour le seul problème. À la hauteur de ses capacités. Et de ses moyens. Ça, il faut en être conscient. Après, l'éducatrice partait du principe que c'était à lui de solliciter le service. Il n'en est pas capable. Oui, clairement. Donc, à partir du moment où on a compris qu'il n'en est pas capable, pourquoi le pénaliser sur la relation avec son fils en disant s'il ne demande pas, il n'aura pas
Donc après, elle me dit, oui, mais vous lui dites quand... parce que je lui disais quand il y avait les fêtes de l'école ou ce genre de choses, pour qu'il puisse y participer. Elle me dit, oui, mais vous lui avez donné la date. Ben, si je lui donne pas la date, il peut pas la savoir. Ouais, clairement. Oui, mais c'est à lui de demander. Il n'en est pas capable. Ouais, clairement. Vous n'allez pas le priver de ça avec son fils, juste parce qu'il n'est pas en capacité de demander. Bon. En tout cas, aujourd'hui, tu en es là. On arrive sur la fin de ce témoignage. Tu en es là. Tout ce que je te souhaite, c'est d'adopter ta fille. Moi qui suis père adoptif, je ne te souhaite que ça, c'est du bonheur. Ça sera. Et je te souhaite je souhaite à cet enfant, qui maintenant a presque 8 ans. Il a 8 ans, il a eu 8 ans au mois de février. De retourner chez toi, parce que manifestement, c'est son intérêt. C'est ce qu'il demande. Voilà. Est-ce C'est qu'on ce qu'il demande l'entendra lui-même, de toute façon. Est-ce qu'on l'entendra? Alors ça, c'est un autre Ça, problème. c'est autre chose. Tu sais, moi, j'ai vu, dans une réunion de synthèse avec des chefs de service, j'ai vu des gens, une chef de service, me dire, texto, en parlant d'un ado de 13 ans, vous allez faire croire à cet enfant qu'on allait l'écouter. C'est pas magnifique, ça? Bref. Je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Et puis, je te souhaite bien du courage et bien du plaisir pour la suite. Merci. La maladie, 6 ans d'adoption, puis 10 années de famille d'accueil, et au bout, le miracle. Comment? C'est ce que je vous raconte dans ce livre. Au-delà de cette histoire touchante, je dis ce que j'ai appris de la protection de l'enfance. Est-elle aussi efficace qu'elle le pourrait? Je ne le pense pas. Mais quand le sujet est abordé par les médias, il y a souvent incompréhension. Si vous voulez avoir le point de vue de quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur et qui veut que ça s'améliore, je vous conseille « Comment j'ai rencontré ma fille ».